Nina Whitmore l'avait appris il y a longtemps qu'être invisible était une sorte d'armure. À 26 ans, elle traversait le hall étincelant de Moretti Imports and Logistics chaque matin à 6h45 précises, 15 minutes avant l'arrivée de toute personne importante. Elle portait les trois mêmes blazers en rotation, gardait ses cheveux châtains attachés en un chignon bas et ne croisait jamais, au grand jamais, le regard des hommes en costume à $1000. C'était la règle. Sa superviseure, Margaret, la lui avait expliqué dès son premier jour, il y a 8 mois. Tu es une intérimaire, ma chérie, à temps partiel. Tu sers le café, tu classes les papiers, tu souris et tu te tais. Les hommes du 32e étage ne veulent pas entendre tes opinions. Ils veulent leur expresso bien chaud et une vie sans complications. Compris? Nina avait hoché la tête. Elle avait besoin de ce salaire. Les factures médicales de son père n'allaient pas se payer toutes seules, et le travail de chargée de cours en linguistique qu'elle trouvait à l'université locale ne couvrait même pas son loyer. Alors, elle est devenue invisible. Elle a mémorisé quel cadre prenait 2 sucres et lequel prenait du lait d'avoine. Elle a appris que M. Donovan de la comptabilité voulait toujours son bagel grillé d'un seul côté. Elle a compris comment se glisser dans une pièce, remplir 12 verres d'eau en cristal et en ressortir sans que personne ne remarque son existence. C'était, elle devait l'admettre, un peu écrasant pour l'âme. Mais ce mardi matin de fin octobre, cette routine écrasante était sur le point de voler en éclats. Elle se tenait dans la kitchenette, arrangeant un plateau de pâtisserie importé pour la réunion du conseil de 8 heures, quand elle a entendu les talons de Margaret claquer dans le couloir à un rythme effréné. « Nina, Nina, où es-tu? » « Ici. » Margaret a tourné au coin du couloir, le visage rouge, son presse-papier serré contre sa poitrine comme un bouclier. Changement de programme, Carla s'est déclarée malade. Tu couvres la réunion, Moretti. La main de Nina s'est figée autour des pinces en argent. La réunion Moretti, vous voulez dire? Oui, la grande. Monsieur Moretti en personne. La délégation italienne est arrivée hier soir et il signe quelque chose d'important aujourd'hui. Margaret poussait déjà le plateau vers elle. Content de toi de servir le café. Ne parle que si on t'adresse la parole, et pour l'amour de Dieu, ne laisse rien tomber. Margaret, je n'ai jamais été dans la même pièce que lui. Tu l'as vu dans l'ascenseur. Tu as vu comment il regarde les gens. Souviens-toi juste que ce n'est pas un homme par qui tu veux être remarqué. Sois un fantôme. Tu m'entends? Un fantôme. Le pouls de Nina avait commencé à battre dans sa gorge. Elle avait vu Adrian Moretti exactement 2 fois en 8 mois dans l'entreprise. La première fois, il était entré dans l'ascenseur avec 3 hommes en costume sombre et la température dans cet ascenseur avait chuté d'environ 10 degrés. Il n'avait pas dit un mot. Il n'en avait pas eu besoin. Tout le monde avait simplement arrêté de respirer jusqu'à ce qu'il sorte. La deuxième fois, elle traversait le hall avec une livraison et elle avait accidentellement croisé son regard. Juste une demi-seconde. Ses yeux étaient de la couleur du charbon, sombres, complètement illisibles, et il s'était posé sur elle avec le même poids émotionnel que s'il notait la position d'un meuble. Elle avait failli laisser tomber la livraison. Maintenant, elle était censée entrer dans une pièce avec lui, avec 12 hommes comme lui, et ne pas se faire remarquer. « Margaret, vous êtes sûre que je... » « Vas-y, Nina. La réunion commence dans 7 minutes. » Nina a pris le plateau. Ses mains tremblaient légèrement, juste assez pour que les tasses s'entrechoquent contre leur soucoupe. Elle a pris une lente inspiration, comme son père le lui avait appris avant un examen oral difficile. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Trouvez le rythme de votre propre cœur. Elle a marché. La salle de conférence du 32e étage était plus grande que tout son appartement. Le plafond était à 6 mètres de haut. Les fenêtres donnaient sur toute la ville et le soleil du matin frappait le verre de telle manière que la pièce brillait comme l'intérieur d'une cathédrale. Nina a gardé la tête baissée. Elle a posé le plateau sur la table d'appoint. Elle a commencé à disposer les tasses. La délégation italienne était déjà arrivée. 6 hommes, tous dans la soixantaine, portant tous des montres qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Ils parlaient un italien rapide et à voix basse, que Nina comprenait couramment. Sa grand-mère était originaire de Naples et son père avait insisté pour qu'elle entretienne la langue. Mais elle n'a montré aucun signe de compréhension. Elle a juste versé l'expresso et gardé les yeux fixés sur le bord de la tasse. Puis Adrian est entré. Nina a senti sa présence avant de le voir. Toute la pièce a changé.
Les conversations se sont tues en pleine phrase. Les Italiens se sont même levés, ce qui, dans la culture des affaires, équivalait à une révérence. Adrian Moretti avait 34 ans. Il avait les cheveux noirs coupés courts sur les côtés, une mâchoire qui semblait taillée dans la pierre, et cette sorte d'immobilité que seuls les hommes très dangereux parviennent à perfectionner. Il a traversé la pièce sans se presser. Il s'est assis en bout de table. Il n'a pas regardé Nina. Elle a versé son expresso. 2 sucres, poste de crème. Messieurs, a-t-il dit d'une voix plus basse et plus douce qu'elle ne s'y attendait. Commençons. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, Nina est restée contre le mur, essayant de se fondre dans le papier peint. La réunion portait sur l'acquisition d'un port à Gênes. C'était clair d'après le contexte. Les Italiens avaient apporté un contrat de 43 pages, à interlignes simples, en italien juridique, et ils voulaient qu'Adrian le signe. L'avocate d'Adrian, une femme au visage acéré nommée Viviane, avait une version anglaise traduite devant elle. Elle n'arrêtait pas de tapoter la 3e page en fronçant les sourcils. Les services de traduction nous ont donné cette version, disait Viviane, mais il y a 3 clauses qui ne me conviennent pas tout à fait. Les clauses 17, 22 et 31. J'aimerais faire appel à un linguiste externe avant de signer. La mâchoire d'Adrian s'est crispée. Viviane, s'il vous plaît, la signature est aujourd'hui. L'avion pour Milan part à 16 heures. Je comprends, monsieur, mais la langue ici, que dit-elle? En anglais, il semble que nous acquérons une participation de 60% dans le terminal de Gênes, avec un contrôle opérationnel total. Mais la formulation italienne de la clause 17 a une tournure de phrase que je ne reconnais pas. Subordinato a cela signifie généralement sous réserve de, mais dans certains dialectes juridiques, cela peut impliquer l'italien le plus âgé, un homme aux cheveux argentés nommé Signor Bertolini, a souri avec bienveillance et a dit quelque chose en italien à ses collègues. Nina, debout à 1,50 m derrière lui avec une cafetière à la main, a compris chaque mot. Il avait dit « L'Américain ne lit pas l'italien. Le temps qu'il comprenne ce qu'il a signé, les navires seront déjà à nous. » Les autres Italiens avaient gloussé. La main de Nina s'est resserrée sur la poignée de la cafetière. Elle a senti le sang lui monter au visage. Elle a senti autre chose aussi. Quelque chose de chaud et de lent qui couvait, qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Son père appelait ça la brûlure. Ce qui se passait quand on voyait quelqu'un se faire arnaquer, qu'on connaissait de la vérité et qu'on ne pouvait pas se taire. Elle a essayé de se taire, vraiment. Viviane parlait encore. « Monsieur, je demande 48 heures pour faire venir un traducteur expert. Juste 48 heures. » Adrian s'est penché sur sa chaise. Ses yeux étaient sombres et fatigués. « Viviane, cet accord est sur la table depuis 9 mois. Nous n'avons pas 48 heures. » Signor Bertolini a écarté les mains et a souri. « Monsieur Moretti, s'il vous plaît. Nous sommes des gentlemen. Le contrat est exactement comme l'indique la traduction. Vous avez ma parole. » Nina, tenant toujours la cafetière, a regardé ses chaussures. « Ne fais pas ça, s'est-elle dit. Ne dis pas un mot. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre l'assurance maladie. Tu ne pourras pas payer le neurologue de ton père le mois prochain. N'ouvre pas la bouche. » Et puis Adrian a fait ce qu'il ne fallait pas. Il a tourné la tête légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil à la femme debout contre le mur, tenant la cafetière. Ses yeux étaient vifs et amusés, et un peu cruels. « Vous, a-t-il dit. » Nina s'est figée. « Monsieur, quel est votre nom? » Nina, monsieur. Nina Whitmore. Nina, a-t-il dit, comme s'il goûtait le nom. « Vous êtes là, les sourcils levés, depuis 5 minutes. On dirait que vous avez un avis. » Un grand silence s'est fait dans la pièce. Viviane lui a lancé un regard de pure horreur. Les Italiens se sont tournés sur leurs chaises, surpris, regardant Nina pour la première fois. Nina s'est forcée à sourire. « Je n'ai pas d'avis, monsieur. Je suis juste là pour verser le café. » La bouche d'Adrian a fait quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Vous êtes sûr? »« Tout à fait sûr, monsieur. Parce que je jurerais que, juste un instant, quand Signor Bertolini parlait, vous aviez l'air de le comprendre. » Les Italiens se sont agités, mal à l'aise. Le cœur de Nina battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Monsieur, mon italien est très limité. »« À quel point? »« J'ai suivi quelques cours à l'université. » Adrian s'est penché en avant.
Maintenant, il l'observait comme un chat observe quelque chose de petit. Dites-moi, Nina Whitmore, lisez-vous l'italien? Un peu, monsieur, un peu. Il a pris son exemplaire du contrat. Il le lui a tendu par-dessus la table. Alors venez ici, traduisez-moi la clause 17. La pièce était si silencieuse que Nina pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation du bâtiment. Viviane lui faisait des gestes subtils et urgents, articulant le mot « non ». L'Italien le plus âgé, Signor Bertolini, était devenu légèrement pâle. Nina n'a pas bougé. « Monsieur, a-t-elle dit, je ne suis pas qualifié pour... » « Je ne vous demande pas si vous êtes qualifié, Nina. » La voix d'Adrian était calme, presque douce. « Je vous demande de traduire 3 phrases, c'est tout. » Il a souri. « Si vous êtes si intelligente, ma belle, alors traduisez-le. » Il a ri. Pas un rire gentil, un rire bref et méprisant, le genre de rire qu'un homme utilise quand il veut rappeler à la pièce qui est le roi et qui est le personnel de nettoyage. Les autres hommes à la table ont ri aussi, de cette manière nerveuse et automatique que les hommes ont quand le patron rit. Nina a senti son visage brûler. Elle a posé la cafetière sur la table d'appoint. Elle a marché très lentement jusqu'au bout de la longue table de conférence en acajou. Elle a pris le contrat de sa main tendue. Ses doigts étaient fermes maintenant. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'une fois qu'on est déjà humilié, il n'y a plus rien à craindre. Elle s'est tournée vers la clause 17. Elle l'a lue une fois en italien, en silence. Elle l'a relue. Elle a senti sa gorge se serrer. « Monsieur Moretti, a-t-elle dit, voulez-vous la traduction littérale ou la traduction honnête? » Le sourire a disparu du visage d'Adrian. « Qu'avez-vous dit? »« J'ai dit, » a répété Nina de la voix calme et précise qu'elle utilisait pour ses cours aux étudiants. « Voulez-vous la traduction littérale ou la traduction honnête? Ce n'est pas la même chose. » La bouche de Viviane était tombée. Signor Bertolini était passé de pâle à gris. Adrian a fixé Nina pendant un long moment. Quelque chose avait changé dans ses yeux. L'amusement cruel avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de plus vif, de presque intéressé. « Les deux, a-t-il dit doucement. « Donnez-moi les deux. » Nina a hoché la tête. Elle a relevé la page. La traduction littérale est la suivante. L'acheteur acquérera 60% des parts opérationnelles du terminal du port de Gênes, sous réserve de la coopération continue du conseil d'administration existant. Elle a fait une pause. C'est ce que votre traducteur anglais a écrit. C'est ce que votre avocate a lu. C'est ce que Signor Bertolini vous demande de signer. La mâchoire d'Adrian s'est contractée. Et la traduction honnête? Nina a baissé les yeux sur la page. Elle a levé les yeux vers lui. La traduction honnête, Monsieur Moretti, est la suivante. L'acheteur acquérera 60% des parts opérationnelles du terminal du port de Gênes. Cependant, elle a laissé le mot flotter dans l'air. Cependant, cette acquisition sera subordonnée à la bonne volonté continue du conseil d'administration existant, qui conserve l'autorité unilatérale de révoquer le contrôle opérationnel à tout moment, pour n'importe quelle raison, sans compensation et sans recours. Silence, un silence absolu et retentissant. Nina a gardé les yeux sur le contrat. Elle n'osait pas regarder Signor Bertolini. Elle n'osait pas regarder Adrian. En d'autres termes, monsieur, a-t-elle dit, le mot que vous avez traduit par coopération est coopération. Mais le mot réellement utilisé dans cette clause est benevolenza. La bonne volonté, c'est un choix délibéré. Coopération implique une obligation contractuelle. Benevolenza implique une faveur qui peut être retirée à la discrétion de celui qui la donne. Vous n'achetez pas 60% d'un pour. Vous achetez 60% d'un laissez-passer. Ils peuvent le reprendre quand ils le veulent. La qualité du silence dans la pièce avait changé. Ce n'était plus le silence d'une réunion. C'était le silence d'une salle d'audience attendant un verdict. Adrian n'a pas bougé, il n'a pas cligné des yeux. Il a juste regardé Nina Whitmore. Nina, la fille du café. Nina, l'intérimaire. Nina, l'invisible. Comme s'il n'avait jamais vraiment vu un autre être humain de sa vie avant cette seconde précise. « Continuez, a-t-il dit doucement. « Monsieur, clause 22, lisez-la. » Les mains de Nina tremblaient à peine. Elle a tourné la page. Elle a trouvé la clause 22. Elle l'a lue. Et ce qu'elle a lu lui a donné la chair de poule. « Monsieur Moretti, a-t-elle dit lentement, avant que je lise celle-ci à voix haute,
Êtes-vous sûr de vouloir que je le fasse? J'en suis sûr. Monsieur, cette clause... Nina a hésité. Elle a jeté un premier coup d'œil à Signor Bertolini. Le vieil Italien ne souriait plus. Il regardait Nina avec une expression qui ne contenait aucune chaleur, aucune bienveillance, aucune bonne volonté. C'était le regard d'un homme qui regarde un petit animal traverser devant un camion en marche. En italien, très doucement, si doucement que seule Nina pouvait l'entendre, il a dit « Ragazza, sta attenta a che luce d'ici. » Ma petite, fais attention à ce que tu dis. La colonne vertébrale de Nina s'est raidie. Elle s'est retournée vers Adrian Moretti. Elle a soutenu son regard. Et pour la première fois en 8 mois d'invisibilité, elle a laissé quelqu'un la voir vraiment. « Monsieur, a-t-elle dit, la clause 22 spécifie les termes de la résolution des litiges. La traduction anglaise stipule que tout litige sera résolu par un arbitre indépendant dans une juridiction neutre. Oui, le texte italien dit un arbitro neutral di nostra scelta. Traduisez. Un arbitre neutre de notre choix, leur choix. Pas une partie mutuellement convenue, pas un organisme indépendant, un juge qu'ils choisissent dans une ville qu'ils choisissent selon des lois qu'ils choisissent. Elle a posé le contrat sur la table. Ses mains étaient parfaitement immobiles maintenant. Sa voix était parfaitement égale. Monsieur Moretti, ce n'est pas un contrat, c'est un piège. Si vous signez ça, d'ici 6 mois, vous leur aurez payé 400 millions de dollars pour un port que vous ne possédez pas vraiment, que vous ne pouvez pas vraiment exploiter, avec une clause de litige qui vous empêche de les poursuivre devant un tribunal qui statuerait équitablement. Vous serez bloqué, vous serez réduit au silence, et vous n'aurez aucun recours légal nulle part sur Terre. Adrian Moretti n'a pas bougé d'un seul muscle. Les Italiens se regardaient. Signor Bertolini avait posé ses 2 mains à plat sur la table de conférence. Nina a reculé d'un petit pas de la table. Elle ne savait pas ce qu'elle venait de faire. Elle savait seulement qu'elle l'avait fait, qu'il n'y avait pas de retour en arrière et que son père lui avait appris beaucoup de colemas. Mais il ne lui avait jamais appris comment redevenir invisible après un moment comme celui-ci. « C'est tout, monsieur, a-t-elle dit doucement. C'est la clause 22. » Viviane n'avait pas respiré depuis environ 90 secondes. Adrian a finalement bougé. Il a levé une main. Il a pressé le bout de ses doigts contre sa bouche, lentement, comme le fait un homme qui prend une décision très sérieuse en temps réel. Il n'a pas regardé les Italiens. Il n'a pas regardé Viviane. Il n'a pas regardé le contrat. Il a regardé Nina. Et dans ce regard, Nina Whitmore a compris avec une certitude électrique et angoissante que quelque chose dans sa vie venait de changer de manière irrévocable. Elle avait passé 8 mois à s'assurer que cet homme ne remarque jamais son existence. Il la remarquait maintenant. Il la remarquait complètement. « Signor Bertolini, » a dit Adrian sans quitter Nina des yeux, « je pense que nous allons reporter la signature d'aujourd'hui. » Bertolini a commencé à protester en italien rapide. Adrian a levé un doigt, juste un, et le vieil homme s'est tu. « Je voudrais que tout le monde, sauf Mademoiselle Whitmore, quitte cette pièce, » a dit Adrian. Sa voix était très calme. « Maintenant, s'il vous plaît. » Viviane s'est levée lentement, rassemblant ses papiers. La délégation italienne s'est levée plus lentement encore. Leur visage était tendu de colère et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Signor Bertolini a été le dernier à partir. En passant devant Nina, il s'est penché près d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, et il a murmuré en italien 4 mots dont son père lui avait appris à ne jamais oublier le sens. Vous vous êtes fait des ennemis. Puis il est parti et la lourde porte en acajou s'est refermée derrière lui avec un clic doux et final. Nina était seule dans la salle de conférence avec Adrian Moretti. Il était toujours assis en bout de table. Il la regardait toujours avec cette expression étrange, vive, complètement inconnue. Il a lentement fait un geste vers la chaise à côté de lui. « Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit, asseyez-vous. » Nina ne s'est pas assise. « Monsieur, a-t-elle dit, si je vais être renvoyée, je préférerais juste... » « Asseyez-vous, Nina. » Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas méchante, mais elle avait une fermeté de fer. Et Nina a senti ses genoux bouger avant que son cerveau ne prenne la décision. Elle s'est assise. Adrian Moretti l'a étudiée en silence pendant un long moment. Assez longtemps pour que la ville à l'extérieur de la fenêtre semble s'assombrir. Assez longtemps pour que Nina puisse entendre son propre cœur battre dans ses oreilles.
Puis finalement, il s'est penché en avant. Il a croisé les mains sur le bois poli et de la voix la plus douce qu'elle lui ait jamais entendue, il lui a posé une seule question. Maintenant, a-t-il dit, qui êtes-vous exactement? La bouche de Nina s'est asséchée. Au cours des 8 derniers mois, elle avait répété tout un répertoire de réponses sûres. Des réponses qui ne révélaient rien. Des réponses qui la gardaient invisible. Je ne suis qu'une intérimaire, monsieur. Je suis juste là pour aider. Je suis juste... Mais Adrian Moretti la regardait avec une attention si totale, si entière, qu'elle a compris instinctivement qu'aucune de ses réponses ne fonctionnerait avec lui. Il verrait à travers en un seul souffle. Il avait bâti un empire en voyant à travers les gens. Alors elle lui a dit la vérité. « Je m'appelle Nina Whitmore », a-t-elle dit. « J'ai 26 ans. J'ai un master en linguistique comparée de l'Université de Columbia. Je parle couramment 6 langues et j'en lis 3 autres. Je travaille comme serveuse de café dans votre bureau parce que mon père a la maladie de Parkinson précoce et ses médicaments coûtent 4 000 $ par mois et les postes de chargé de cours pour lesquels je suis qualifié ne proposent pas d'assurance maladie. » Elle a fait une pause. Elle s'est forcée à croiser son regard. « Voilà qui je suis, monsieur. » Adrian n'a pas réagi. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il a juste absorbé l'information comme une pierre absorbe la pluie. 6 langues, a-t-il répété. Oui, monsieur. Lesquelles? Anglais, italien, français, allemand, espagnol et russe. Et les 3 que vous lisez? Latin, mandarin et arabe. Mais seulement l'arabe écrit formel, pas conversationnel. La bouche d'Adrian a tressailli. Ce n'était pas exactement un sourire. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme un chasseur reconnaît une trace dans la neige. « Columbia », a-t-il dit. « Master. »« Oui, monsieur. Pourquoi portez-vous un plateau de café dans mon immeuble, mademoiselle Whitmore? » Nina a senti sa gorge se serrer. On lui avait posé cette question sous diverses formes par diverses personnes bien intentionnées depuis 2 ans. Elle avait une réponse polie. Elle l'a donnée. Parce que le marché de l'emploi universitaire s'est effondré en 2023, monsieur. Parce que les postes de professeurs titulaires en sciences humaines ont un taux d'acceptation de 5% et la plupart d'entre eux exigent un doctorat. Parce que j'ai dû choisir entre finir mon doctorat et payer le neurologue de mon père, et j'ai choisi mon père. Elle a entendu sa voix se briser légèrement sur le dernier mot. Elle détestait ça. Elle a redressé les épaules. Ce n'est pas une tragédie, monsieur. Les gens font des choix plus difficiles chaque jour. Adrian n'a rien dit pendant un long moment. Puis il s'est levé. Il a marché lentement jusqu'à la fenêtre. Il s'est tenu dos à elle, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. Nina ne savait pas à quoi il pensait. Elle ne savait pas si elle allait être poursuivie, arrêtée ou simplement oubliée. Elle laisse rester assise, très immobile, et a attendu. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, plus calme, plus prudente. « Mademoiselle Whitmore, comprenez-vous ce que vous venez de faire? Monsieur, dans cette réunion, comprenez-vous ce que vous venez de faire? Est-ce que vous... Nina a hésité. « Je vous ai dit la vérité sur le contrat, monsieur. Vous avez fait plus que ça. » Adrian s'est tourné lentement pour lui faire face. « Vous venez de faire perdre à la famille Bertolini environ 400 millions de dollars en 10 minutes, avec une cafetière à la main. » L'estomac de Nina s'est noué. « Monsieur, je ne voulais pas. Je ne suis pas en colère, mademoiselle Whitmore. »« Vous ne l'êtes pas? » Non, Adrian est retourné vers la table. Il s'est assis, non pas en bout de table cette fois, mais sur la chaise juste en face d'elle. Il a croisé les mains. « J'essaie de décider quoi faire de vous. » La façon dont il l'a dit a glacé le sang de Nina. Elle avait grandi en entendant son père citer une réplique d'une vieille pièce de théâtre italienne. « Les hommes dangereux ne sont pas ceux qui crient. Les hommes dangereux sont ceux qui pensent. » Adrian Moretti, à ce moment-là, pensait. Et sa pensée avait un poids qui remplissait toute la pièce. « Monsieur, a dit Nina prudemment, si vous souhaitez que je démissionne, je comprends. Je peux vider mon casier aujourd'hui et je ne veux pas que vous démissionniez. » « Monsieur, je veux que vous me disiez, a-t-il dit, exactement comment vous saviez. » Nina a dégluti. « Comment je savais quoi, monsieur? Comment vous saviez pour Benevolenza? Comment vous saviez pour la clause d'arbitrage? » Viviane est l'une des meilleures avocates d'affaires du pays. Elle a 14 ans d'expérience
Elle est passée à côté. Le service de traduction que nous avons payé 200 000 $, laisse-moi à côté. Vous, une femme portant un plateau de café, vous l'avez remarqué en moins d'1 minute. Comment? Nina a pris une lente inspiration. Elle a pensé à son père. Elle a pensé au petit appartement encombré du Queens où elle avait grandi. Elle a pensé aux longues soirées à la table de la cuisine, son père dans son cardigan, ses lunettes glissant sur son nez, une pile de documents juridiques étalés entre eux. Mon père est linguiste, monsieur, a-t-elle dit. Était linguiste. Il a enseigné à l'Université de New York pendant 30 ans. Sa spécialité était la sémantique forensique. La sémantique forensique? L'étude de la manière dont le langage est utilisé pour tromper, spécifiquement dans les contextes juridiques et contractuels. Il a été témoin expert dans plus de 200 affaires judiciaires. Il a témoigné pour l'accusation dans l'affaire de fraude Donato en 2014. Il a témoigné pour la défense dans le litige de succession Marcellus en 2018. Les yeux d'Adrian se sont très légèrement plissés. Frank Whitmore est votre père. Nina a cligné des yeux. Vous avez entendu parler de lui? Mademoiselle Whitmore, a dit Adrian sèchement, votre père a témoigné contre mon oncle dans l'affaire Marcellus. Le sang a quitté le visage de Nina. Oh, a-t-elle dit. Pendant une longue et terrible seconde, Nina a cru qu'elle allait s'évanouir. Son père ne lui avait jamais parlé de la famille Moretti. Il n'avait jamais mentionné l'oncle d'Adrian. Il n'avait jamais prononcé les mots. Elle avait pris ce travail parce que c'était le premier qui l'avait rappelé. Elle était entrée, aveugle et reconnaissante, dans les bureaux d'une famille contre laquelle son père avait témoigné, et elle avait passé 8 mois à verser du café pour le neveu d'un homme que son père avait aidé à mettre derrière les barreaux. Et maintenant, elle avait publiquement humilié les partenaires commerciaux de ce neveu devant lui, dans sa propre salle de conférence. « Monsieur Moretti, a-t-elle murmuré, je vous jure que je ne savais pas. Je n'aurais jamais postulé ici si je... » « Asseyez-vous, mademoiselle Whitmore. »« Monsieur, je... » « Asseyez-vous. » Elle s'est assise. Elle ne s'était en fait jamais levée. Elle s'est assise quand même, plus fermement, comme si s'enfoncer dans la chaise pouvait l'empêcher de disparaître complètement. Adrian l'a observé pendant un autre long moment. Puis, à son grand étonnement, il a ri. C'était un petit rire, sec et surpris, le rire d'un homme qui avait été pris en embuscade par sa propre journée. Il a secoué la tête. « De toutes les femmes de New York, a-t-il dit, la fille de Frank Whitmore me sert le café. Monsieur, je vais démissionner immédiatement. Je n'ai jamais voulu. Vous ne démissionnerez pas. Mais, monsieur, mademoiselle Whitmore. » Adrian s'est penché en avant, ses yeux de charbon fixés sur les siens. Ce que votre père a fait ou n'a pas fait à mon oncle est entre lui et le système judiciaire fédéral. Cela n'a rien à voir avec vous. Et cela n'a rien à voir avec le fait que vous venez de me faire économiser 400 millions de dollars. La bouche de Nina était ouverte. Elle l'a refermée. Maintenant, a poursuivi Adrian, je vais vous poser une question et je veux que vous répondiez attentivement. Voulez-vous continuer à travailler pour moi? Monsieur, j'ai besoin de ce travail, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Monsieur, j'ai demandé si vous vouliez continuer à travailler pour moi, pas si vous aviez besoin d'argent. Je sais que vous avez besoin d'argent. Je vous le demande, Nina. Et son nom dans sa bouche avait un poids étrange et délibéré, comme s'il avait décidé quelque part, au cours des 10 dernières minutes, qu'il allait l'utiliser désormais. Si vous voulez continuer à travailler pour moi, elle l'a regardé. 8 mois d'invisibilité se sont écrasés contre ce moment comme une vague frappant une digue. Elle a pensé à Margaret, qui lui avait dit d'être un fantôme. Elle a pensé aux mots de l'Italien à son oreille. « Vous vous êtes fait des ennemis. » Elle a pensé à son père, endormi en ce moment dans leur petit appartement, un tremblement parcourant sa main droite même pendant qu'il rêvait. « Monsieur, a-t-elle dit prudemment, je ne pense pas que vouloir soit le bon mot. » Alors quel est le bon mot? Je pense que le mot est « disposer ». Je suis disposé à continuer à travailler pour vous si le travail est honnête. Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Adrian Moretti. C'était parti presque avant qu'elle ne puisse le saisir. Mais pendant une demi-seconde, elle a vu quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. De la surprise et peut-être, juste peut-être, une lueur de respect. « Honnête », a-t-il répété. « Oui, monsieur. Et que signifie un travail honnête pour vous, mademoiselle Whitmore? » Cela signifie que je ne mentirai pas pour vous, monsieur. Je ne traduirai pas les choses pour qu'elles signifient ce que vous voulez qu'elles signifient.
Je vous dirai ce qu'elles disent réellement. Même quand vous ne voulez pas l'entendre, surtout à ce moment-là. Adrian l'a fixé. Pendant une seconde froide et terrible, Nina a été sûre d'être allée trop loin. Puis il s'est penché en arrière dans sa chaise, lentement, et un vrai sourire. Le premier vrai qu'elle avait vu de lui s'est étalé sur son visage. Ce n'était pas un sourire chaleureux, ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un homme qui venait de trouver un outil qu'il cherchait depuis très longtemps. Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit doucement, vous allez m'être très utile. La façon dont il a dit le mot « utile » a fait frissonner Nina. Il a appuyé sur un petit bouton sous la table de conférence. Quelque part à l'extérieur de la pièce, une porte s'est ouverte. Vivian, l'avocate, est revenue, le visage tendu, ses yeux passant de Nina à Adrian avec une confusion mal dissimulée. « Monsieur, a dit Vivian. Vivian, à compter d'aujourd'hui, Mademoiselle Whitmore n'est plus une assistante de bureau temporaire. Elle est promue au poste de traductrice d'entreprise personnelle. Elle me rendra compte directement. Elle assistera à toutes les négociations de contrats impliquant des documents non anglais. Son salaire doit être triplé à partir d'aujourd'hui et elle doit bénéficier d'une assurance santé complète pour elle-même et une personne à charge. La bouche de Vivian s'est légèrement ouverte. « Monsieur, bien sûr, mais la chaîne de commandement... » « Il n'y a pas de chaîne de commandement, Vivian. Elle me rend compte à moi, uniquement à moi. Est-ce clair? »« Oui, monsieur. »« Bien, maintenant, trouvez-moi l'hôtel de Bertolini. J'aimerais lui envoyer un panier cadeau très poli et une lettre très impolie. Mademoiselle Whitmore rédigera les deux. » Vivian a hoché la tête sèchement et elle partit. La porte s'est refermée. Nina était de nouveau seule avec lui. « Monsieur, a-t-elle dit doucement, j'apprécie la promotion, vraiment, mais j'aimerais être clair sur ce que je suis et ne suis pas prête à faire. Continuez. Je traduirai pour vous. Je vous dirai ce que les documents disent réellement. Je vous dirai quand les gens mentent, mais je ne tromperai pas en votre nom. Je n'écrirai pas de contrat conçu pour piéger les gens. Je ne serai pas une arme, monsieur. Je serai un miroir. Il y a une différence. Elle ne savait pas d'où venait ce courage. Ses mains sous la table tremblaient, mais sa voix était ferme. Adrian l'a regardé pendant un long moment de réflexion. « Un miroir, a-t-il répété. « Oui, monsieur. Mademoiselle Whitmore, comprenez-vous le genre d'affaires dans lesquelles je suis? »« J'ai une idée, monsieur. »« Dites-moi. » Nina a hésité. Elle a pensé au témoignage de son père dans l'affaire Marcellus. Elle a pensé aux rumeurs qui flottaient dans le bureau comme de la fumée de cigarette. Elle a pensé aux hommes en costume sombre dans l'ascenseur. « Je pense que vous faites beaucoup de choses, monsieur. La plupart sont légales. Certaines ne le sont pas. Je ne demande pas. Je ne veux pas savoir. Je veux juste faire mon travail. » Adrian a ri de nouveau, ce petit rire sec. Un miroir honnête qui sait quand ne pas regarder. « Vous êtes vraiment la fille de votre père. »« Oui, monsieur, a dit Nina. Je le suis vraiment. » Il a penché la tête. « Et si je vous demandais de faire un compromis, juste une fois, sur quelque chose de petit? » Alors je dirais non, monsieur. Et si je rendais les conséquences de ce non très, très coûteuses? Nina a senti l'air se raréfier. Elle a pensé à son père. Elle a pensé à ses médicaments. Elle a pensé à la façon dont sa main tremblait autour de sa tasse de café le matin. Elle a pensé aux petites douceurs, le fauteuil d'occasion qu'il aimait, la radio qu'il écoutait, le livre qu'elle lui lisait encore à voix haute le dimanche après-midi parce que ses yeux se fatiguaient ainsi vite maintenant. Elle a pensé à tout ça, puis elle a répondu « Alors je dirais toujours non, monsieur. Et je sortirais de ce bâtiment et je trouverais un autre travail. Ce serait peut-être un moins bon travail, mais ce serait toujours le mien. » Silence. Adrian Moretti l'a étudié avec le genre d'attention patiente et calculatrice qui avait probablement mis fin à des mariages et brisé des hommes. Nina n'a pas détourné le regard. Finalement, il a hoché la tête. « Très bien, a-t-il dit. Un miroir honnête, un non qui signifie non. J'accepte vos conditions, mademoiselle Whitmore, pour l'instant. » Il s'est levé. La réunion était manifestement terminée. Vivian s'occupera de votre nouveau bureau et de votre nouveau contrat. Soyez de retour ici à 14 heures cet après-midi. Nous avons du travail. Oui, monsieur. Elle s'est levée. Elle s'est tournée pour partir. Elle était presque à la porte quand sa voix l'a arrêtée. Nina. Elle s'est retournée. Je savais que vous compreniez l'italien, a-t-il dit doucement, dès l'instant où Bertolini a fait sa blague.
Votre visage a bougé, juste un peu, juste une seconde. La plupart des gens seraient passés à côté. Pas moi. L'estomac de Nina s'est retourné. Pourquoi m'avez-vous fait le prouver alors, monsieur? A-t-elle demandé. Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement demandé? Adrian a souri. C'était un sourire fin, tranchant comme un couteau. Parce que j'avais besoin de voir, mademoiselle Whitmore. Quel genre de femme vous êtes quand un homme puissant se moque de vous dans une pièce pleine de ses subordonnés? J'avais besoin de voir si vous alliez vous dégonfler ou si vous alliez trancher. Il a pris sa tasse de café. Il a bu une lente gorgée. Vous avez tranché, c'est bien. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Il a reposé la tasse. Bienvenue à votre nouveau poste, mademoiselle Whitmore. Nina était sortie de la salle de conférence sur des jambes qui ne lui semblaient pas tout à fait appartenir. Le couloir était vide. La délégation italienne avait été escortée hors du bâtiment. Viviane n'était nulle part en vue. Nina a atteint l'ascenseur, a appuyé sur le bouton et a attendu dans le silence, le cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses dents. Quand l'ascenseur est arrivé, elle est entrée. Elle a appuyé sur le bouton du hall. Elle a regardé les chiffres défiler, 32, 31, 30, et quelque part vers le 28e étage, tout le poids de ce qui venait de se passer s'est abattu sur elle. Elle avait un vrai travail maintenant, un vrai salaire, une assurance maladie. Les médicaments de son père ne seraient plus une urgence mensuelle. Elle pouvait se permettre son neurologue. Elle pouvait se permettre un nouveau fauteuil roulant. Elle pouvait se permettre de respirer. Elle était aussi, en l'espace d'une matinée, devenue l'atout personnel d'un homme qui observait les gens comme d'autres observent des pièces d'échecs. Un homme qui l'avait testée par l'humiliation publique juste pour voir si elle se briserait. Un homme dont l'oncle avait été la cible du témoignage de son père devant un tribunal fédéral. Elle a pensé aux mots de Bertolini. Vous vous êtes fait des ennemis. Elle a pensé aux mots d'Adrian. J'essaye de décider quoi faire de vous. Elle était à mi-chemin du hall quand son téléphone a vibré dans sa poche. C'était un texto d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Bienvenue dans votre nouveau rôle, mademoiselle Whitmore. Une voiture viendra vous chercher demain matin à 7 heures précises. Soyez prête. A.M. Nina a fixé l'écran. Sa main tremblait de nouveau, mais pour une raison différente maintenant. Elle a répondu. « Comment avez-vous eu ce numéro, monsieur? » 3 points sont apparus instantanément. Puis une réponse. « Je l'avais avant que vous n'entriez dans la réunion ce matin. » Nina a lu le message 3 fois. Le hall semblait plus froid qu'un instant auparavant. Elle a rangé le téléphone. Elle est sortie du bâtiment. L'air d'octobre lui a frappé le visage, froid et vif, et pendant une longue minute, elle est restée sur le trottoir à regarder les taxis jaunes passer, essayant de ralentir sa propre respiration. La voix de son père lui est revenue alors, comme toujours quand elle en avait besoin. Quelque chose qu'il lui avait dit des années auparavant, alors qu'elle peinait sur une étude de cas difficile dans son bureau à l'Université de New York. « Nina, écoute-moi, les hommes puissants ne donnent pas le pouvoir. Ils le prêtent, et à l'instant où tu l'oublies, tu deviens leur propriété. Promets-moi que tu t'en souviendras. » Elle avait promis. Elle avait promis à 14 ans, assise sur son bureau dans son uniforme scolaire, balançant ses jambes. Elle avait promis à 22 ans, le jour où elle avait accepté son premier vrai travail. Et elle a promis de nouveau maintenant, debout sur le trottoir devant Meridian & Logistics, au matin le plus étrange de sa vie d'adulte, elle a fermé les yeux. Elle a inspiré. Elle a expiré. Je me souviens, papa. Je me souviens. Quand elle est rentrée ce soir-là, son père était réveillé. Il était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, comme toujours, un livre ouvert sur ses genoux qu'il avait probablement arrêté de lire des heures auparavant parce que ses yeux s'étaient fatigués. « Nina, ma chérie, a-t-il dit en voyant son visage, que s'est-il passé? » Elle a posé son sac. Elle s'est agenouillée à côté de son fauteuil. Elle a pris sa main tremblante dans la sienne. « Papa, a-t-elle dit, je crois que je viens d'avoir une promotion. C'est merveilleux, ma chérie. Où ça? » Elle l'a regardé, ses cheveux gris clairsemés, ses yeux bleus doux et fatigués qui lui avaient appris toute sa vie à lire entre les lignes. « Papa, a-t-elle dit prudemment, as-tu déjà entendu parler de la famille Moretti? » Le livre a glissé très lentement des genoux de son père et a heurté le sol. Il ne l'a pas ramassé. « Nina, a-t-il dit d'une voix qui n'était soudain plus du tout fatiguée. « Nina, qu'as-tu fait? » Nina n'a pas bougé.
Sa main est restée enroulée autour de celle de son père, et elle pouvait sentir le petit tremblement constant de ses doigts contre sa paume. « Papa, a-t-elle dit prudemment, que veux-tu dire par qu'ai-je fait? » Frank Whitmore a regardé sa fille pendant un long moment. Ses yeux bleus, qui étaient doux et fatigués un instant auparavant, étaient vifs maintenant. Vifs d'une manière que Nina n'avait pas vue depuis des années, pas depuis la dernière fois qu'il avait pris la barre des témoins. « Nina, ma chérie, raconte-moi exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. N'oublie rien. » Alors elle le lui a raconté. Elle lui a parlé de la réunion, de la blague de Bertolini en italien, du contrat, de la façon dont Adrian Moretti s'était moqué d'elle et de la façon dont elle n'avait pas pu se taire. Elle lui a parlé de Benevolenza. Elle lui a parlé de la clause 22. Elle lui a parlé de la façon dont la pièce était devenue silencieuse et de la façon dont Adrian avait prononcé son nom comme s'il le goûtait. Elle lui a parlé de la promotion, du triple salaire, de l'assurance maladie, et elle lui a parlé du texto et de la phrase qui l'avait glacé sur le trottoir. Je l'avais avant que vous n'entriez dans la réunion ce matin. Frank Whitmore a écouté tout cela sans dire un mot. Quand elle a eu fini, il s'est adossé à son fauteuil, a fermé les yeux et est resté silencieux si longtemps que Nina a commencé à se demander s'il s'était endormi. Puis, très doucement, il a dit « Apporte-moi mon carnet d'adresse, celui en cuir dans le tiroir du bas de mon bureau. »« Papa, apporte-le, Nina. » Elle est allée dans son petit bureau. Elle a ouvert le tiroir du bas. Le carnet d'adresse en cuir était coincé sous une pile de vieux papiers universitaires. Elle l'a ramené. Il l'a pris à deux mains. Son tremblement faisait volter les pages. Il l'a feuilleté lentement, jusqu'à ce qu'il trouve une page vers la fin. Il a sorti un seul morceau de papier qui avait été plié 2 fois en un petit carré. « Papa, qu'est-ce que c'est? »« Assieds-toi, c'est Nina. » Elle s'est assise sur le pouf devant son fauteuil. Il a déplié le papier. C'était une photographie en noir et blanc, ancienne, probablement du début des années 2000. Elle montrait 3 hommes debout devant un bâtiment que Nina ne reconnaissait pas. L'un d'eux était beaucoup plus jeune, mais c'était sans aucun doute son père. L'homme au milieu était plus âgé, corpulent, avec d'épais cheveux argentés. Le troisième homme à droite était grand et mince et portait un manteau sombre. « Ça va pas, ça a été pris en 2007, a dit son père doucement. L'homme au milieu est Carmine Moretti. Il était le chef de la famille Moretti à l'époque. L'homme à droite est son jeune frère Lorenzo. Le fils de Lorenzo, Adrian, devait avoir environ 15 ans quand cette photo a été prise. Nina a fixé la photographie. Tu connaissais son père. Je connaissais très bien son père, Nina. Lorenzo Moretti était mon ami. Ton ami? Pendant 7 ans, de 2003 à 2010. Nina a senti le sol tanguer légèrement sous ses pieds. Papa, tu ne m'as jamais rien dit de tout ça. Il y a une raison à cela, ma chérie. Quelle raison? Frank Whitmore l'a regardé pendant un long moment, puis il a replié lentement la photographie et l'a glissée de nouveau dans le carnet d'adresse. Lorenzo Moretti m'a engagé en 2003 pour le conseiller sur ses contrats. Il était le seul de sa famille qui voulait vraiment que ses affaires soient propres. Il était de l'avocat de la famille, celui qui gardait tout légal, celui qui s'opposait à son frère aîné. Il me payait pour lire chaque contrat majeur des Moretti de 2003 à 2010 et pour signaler tout ce qui semblait malhonnête. La plupart de ce que je signalais venait de Carmine. Lorenzo s'y opposait et Carmine cédait. C'est comme ça que la famille fonctionnait. Le frère aîné avait le pouvoir, mais le frère cadet avait le cerveau. Que s'est-il passé en 2010? Lorenzo est mort, Nina. Comment? Un accident de voiture sur la West Side Highway. Ils ont dit que les freins avaient lâché. L'estomac de Nina s'est noué. Papa, je sais ce que tu penses. Je l'ai pensé aussi. Je n'ai jamais eu de preuves, mais Lorenzo s'opposait fermement à Carmine cette année-là, et 3 mois avant sa mort, il m'a dit qu'il pensait emmener la famille dans une direction différente. Une direction légale. Il a dit que son fils, Adrian, hériterait de tout un jour et il ne voulait pas qu'Adrian hérite d'une guerre. Et puis il est mort, et puis il est mort. La voix de Frank était très calme, et 4 ans plus tard, Carmine s'est retrouvé mêlé au litige de succession Marcellus et l'accusation m'a appelé à la barre parce que j'avais les documents. Chaque contrat Moretti de 2003 à 2010 était passé entre mes mains. J'avais des notes sur tout. J'ai dû témoigner, Nina. L'assignation ne m'a pas laissé le choix. Est-ce que Carmine est allé en prison? Oui, 8 ans. Il y est mort en 2019.
Nina a pressé ses mains contre ses tempes. Elle avait l'impression que la pièce tournait très lentement autour d'elle. Papa, Adrian Moretti, l'homme pour qui je travaille, est-ce qu'il sait qui tu es? Nina, ma chérie, bien sûr qu'il le sait. Comment le sais-tu? Parce qu'Adrian Moretti est le fils de Lorenzo, et Lorenzo aimait ce garçon plus que tout au monde. Lorenzo emmenait Adrian à mon bureau quand il était adolescent. Il s'asseyait dans un coin et lisait pendant que nous travaillions. C'était un garçon calme, intelligent, avec des yeux tristes. Il me connaissait, Nina. Il connaissait mon visage. Il connaissait mon nom. Et il connaît certainement ton nom de famille. Le sol ne tanguait plus. Le sol s'était simplement dérobé sous ses pieds. Tu es en train de me dire, a murmuré Nina, qu'Adrian Moretti m'a embauché exprès. Je te dis qu'un homme comme Adrian Moretti n'embauche pas accidentellement la fille de Frank Whitmore, Nina. Et aucun homme comme Adrian Moretti n'a ton numéro de téléphone avant que tu n'entres dans une réunion. Il t'observait, probablement depuis des mois. Les mains de Nina avaient commencé à trembler. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Ça, ma chérie, c'est ce que nous devons découvrir, et vite. Frank Whitmore a posé le carnet d'adresse sur la table d'appoint. Il a pris les deux mains de sa fille dans les siennes. Sa poigne était plus faible qu'avant, mais elle était assez ferme pour la stabiliser. Nina, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Il y a deux possibilités ici. D'accord. La première possibilité est qu'Adrian t'a embauché parce qu'il voulait garder un ennemi proche. La fille de l'ami de son père travaillant pour l'homme dont l'oncle a été emprisonné grâce à mon témoignage. Il veut savoir ce que tu sais. Il veut savoir ce que tu pourrais faire. Il veut un moyen de pression. Et la deuxième possibilité, les yeux de Frank se sont adoucis très légèrement. La deuxième possibilité est qu'Adrian t'a embauché parce que tu es la seule personne dans son monde qui a un lien avec son père. Le bon père, celui qui l'aimait, celui qui a essayé de rendre les choses propres avant que les freins ne lâchent sur le West Side Highway. Nina a fermé les yeux. Papa, laquelle penses-tu que c'est? Je ne sais pas, Nina. Je n'ai pas vu Adrian Moretti depuis 16 ans. Je ne sais pas quel genre d'homme il est devenu, Myrma, mais je vais te dire ceci, que ce soit le calculateur ou l'orphelin, tu ne peux pas le laisser penser que tu as peur de lui. Les hommes comme ça sentent la peur comme les requins sentent le sang. Tu y vas demain matin, tu fais ton travail, tu lui dis la vérité sur chaque document qu'il te donne, et tu ne le laisses en aucun cas te voir flancher. Papa, il me fait peur. Je sais, ma chérie. Il me fait vraiment peur, je sais. Elle laisse rester avec lui longtemps après ça, sur le pouf près de son fauteuil, comme elle s'asseyait quand elle était petite fille. Il lui caressait les cheveux avec sa main tremblante. Aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Finalement, il a dit, « Nina, oui, papa. Raconte-moi encore le contrat Bertolini, la clause sur l'arbitre. » Elle lui a raconté. Il a écouté, les yeux mi-clos, comme il écoutait toujours. Quand elle a eu fini, il a fait un petit bruit de satisfaction dans sa gorge. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Nina, ma chérie. Papa, j'aurais pu me faire tuer aujourd'hui. »« Non, tu sais, a-t-il dit doucement. Si Adrian Moretti te voulait morte, tu serais déjà morte. Il a une utilité pour toi. Nous devons juste découvrir laquelle avant qu'il ne t'épuise. » Elle a mal dormi cette nuit-là. Elle a rêvé d'hommes italiens aux cheveux argentés, de salles de conférence sans porte, et de son père assis à la barre des témoins, l'air très vieux et très seul. Elle s'est réveillée à 5h45 en sueur froide, et elle laisse rester au lit à fixer le plafond pendant 10 minutes avant de se forcer à se lever. À 7 heures précises, une berline noire s'est arrêtée devant son immeuble. Le chauffeur, un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec une moustache grise, lui a ouvert la portière arrière. « Mademoiselle Whitmore, je suis Salvatore. Je serai votre chauffeur à partir de maintenant. » « À partir de maintenant? »« Oui, madame. Instruction de Monsieur Moretti. Chaque matin à 7 heures, chaque soir à l'heure où vous finissez. » Nina était montée dans la voiture. Le cuir était doux. L'intérieur sentait le parfum cher et légèrement le cigare. Elle a posé son sac sur le siège à côté d'elle et a regardé la ville défiler derrière les vitres teintées. « Salvatore, » a-t-elle dit prudemment après quelques minutes. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Moretti? » « 22 ans, mademoiselle Whitmore. » « Alors, vous avez connu son père. » Il y a eu une petite pause. Les yeux de Salvatore se sont levés vers le rétroviseur. Ils ont croisé les siens un instant.
Oui, madame. Je conduisais pour Monsieur Lorenzo avant. Comment était-il? Une autre pause, plus longue cette fois. C'était un homme bon, mademoiselle Whitmore, le meilleur homme pour qui j'ai jamais travaillé. Adrian, et c'était là, il a hésité. Adrian est le fils de son père à certains égards. À d'autres, il ne l'est pas. Nina a regardé l'arrière de la tête de Salvatore. Elle n'a pas insisté. Quand ils sont arrivés à l'immeuble, un étage différent l'attendait. Pas le hall, pas le bureau des intérimaires, le 32e étage. Une jeune femme en tailleur gris perle attendait à la porte de l'ascenseur. « Mademoiselle Whitmore, je suis Hannah. Je serai votre assistante. »« Mon assistante? Oui, madame. Monsieur Moretti a préparé votre bureau. Veuillez me suivre. » Nina l'a suivie dans un couloir où elle n'avait jamais été autorisée auparavant, passant devant des portes en verre, des peintures à l'huile et une salle de conférence et en verre dépoli dont elle n'avait jamais vu l'intérieur. Ils se sont arrêtés devant une lourde porte en noyer avec une plaque en laiton déjà montée dessus. Nina Whitmore, directrice des opérations linguistiques. Nina a fixé la plaque. Directrice des opérations linguistiques, a-t-elle dit lentement. Oui, madame, Monsieur Moretti a inventé le titre lui-même. Le bureau à l'intérieur était plus grand que sa chambre. Il y avait un bureau poli, un fauteuil en cuir, une fenêtre donnant sur la rivière, une petite machine à expresso sur une table d'appoint, et à côté, un bouquet de roses blanches fraîches avec une petite carte. Nina a ouvert la carte. « Bienvenue, mademoiselle Whitmore. Le premier contrat est sur votre bureau. Je vous verrai à midi. » Le contrat était épais, 82 pages en russe. Nina s'est assise. Elle l'a pris. Elle a commencé à lire. Il lui a fallu jusqu'à 10h30 du matin pour le lire en entier. Elle a pris des notes. Elle a signalé 17 clauses distinctes. Elle y a trouvé 3 clauses qui étaient, à son avis professionnel, délibérément trompeuses. L'une d'elles était, à son avis professionnel, une tentative de commettre un crime en vertu de la loi fédérale américaine. À 11h55, Hannah a frappé à sa porte. « Mademoiselle Whitmore, Monsieur Moretti est prêt pour vous. » Elle a descendu le couloir, ses notes à la main. Ses talons claquaient sur le parquet. Elle ne s'est pas autorisée à penser à quel point c'était étrange, après 8 mois d'invisibilité, de marcher dans ce couloir sans plateau de café. Adrian attendait dans son bureau. Il s'est levé quand elle est entrée. Il portait un costume bleu marine foncé, sans cravate, et il avait l'air, pensa Nina, légèrement fatigué autour des yeux, comme s'il avait aussi mal dormi. « Mademoiselle Whitmore. »« Monsieur. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît. Un café? »« Non, merci. » Il s'est rassis. Il a croisé les mains sur le bureau. « Parlez-moi du contrat Volkov. » Nina ne s'est pas assise. Elle est restée debout et a ouvert son carnet. « Monsieur Moretti, avant de commencer, j'ai besoin de vous poser une question. » Son sourcil s'est levé. « Déjà? »« Oui, monsieur. »« Très bien, demandez. » Elle a pris une inspiration. « Monsieur, connaissiez-vous mon père? » Adrian Moretti n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas bougé. Pendant un long moment, il l'a simplement regardé de l'autre côté du bureau, puis très lentement, il s'est penché en arrière dans sa chaise. « Oui, mademoiselle Whitmore, je connaissais votre père. »« À quel point, monsieur? »« Assez bien. »« Monsieur, m'avez-vous embauché à cause de lui? » Adrian est resté silencieux pendant un long moment. Il avait l'air, pensa Nina, presque amusé, presque triste. C'était difficile à dire avec lui. « Mademoiselle Whitmore, asseyez-vous. »« Je préfère rester debout, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'est assise. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il est resté là un long moment, les mains dans les poches, regardant la rivière. Quand il a parlé, sa voix était différente de celle de la veille. Plus calme, plus prudente. Presque, pensa Nina, mais ne pouvait pas tout à fait le croire. Presque douce. « Votre père, mademoiselle Whitmore, était le seul homme honnête avec qui mon père ait jamais travaillé. Vous l'a-t-il dit? Il m'a dit qu'ils étaient amis, monsieur. Ils étaient plus que des amis. Votre père a sauvé mon père de la prison 3 fois différentes entre 2003 et 2010. Pas en mentant, en s'assurant que les contrats de mon père étaient trop propres pour être poursuivis. Il a gardé Lorenzo Moretti hors de prison en faisant de lui un homme d'affaires honnête. Vous l'a-t-il dit? Non, monsieur. Il ne l'a pas fait. C'est un homme humble. C'est l'une des raisons pour lesquelles je le respectais.
Adrian s'est détourné de la fenêtre. Ses yeux de charbon étaient illisibles. Quand mon père est mort en 2010, j'avais 18 ans. Votre père était l'une des rares personnes à être venues à l'enterrement. Il s'est assis au fond. Il n'a rien dit à personne. Il est resté près de la tombe longtemps après que tout le monde soit parti. Je l'ai regardé depuis ma voiture. Je ne l'ai jamais oublié. Nina ne savait pas quoi dire. 4 ans plus tard, votre père a témoigné contre mon oncle Carmen devant un tribunal fédéral. L'affaire Marcellus, son témoignage a été essentiel à la condamnation de Carmen. Mon oncle est mort en prison. Monsieur, mon père n'avait pas le choix. L'assignation, je connais l'assignation. J'ai lu les dossiers du tribunal. J'ai lu le témoignage de votre père 3 fois, en fait. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais embelli. Il a donné au tribunal exactement ce qu'il demandait et pas une syllabe de plus. Il est retourné à son bureau. Il s'est assis. Mademoiselle Whitmore, mon oncle Carmine a fait tuer mon père. La pièce est devenue très silencieuse. Monsieur, ça n'a jamais été prouvé. Ça ne le sera jamais. Mais je le savais alors et je le sais maintenant. Mon oncle a ordonné de saboter les freins de la voiture de mon père sur la West Side Highway en octobre 2010. Et 4 ans plus tard, quand le témoignage de votre père a aidé à mettre mon oncle derrière les barreaux, je lui ai envoyé une lettre de remerciement anonyme. Il n'a jamais su que c'était de moi. Adrian a croisé les mains. Alors, non, mademoiselle Whitmore, je ne vous ai pas embauché par vengeance. Je ne vous ai pas embauché parce que je voulais un moyen de pression sur la fille de Frank Whitmore. Je vous ai embauché parce que j'ai passé les 16 dernières années à chercher quelqu'un avec le don particulier de votre père pour lire la vérité dans le langage. Et quand j'ai découvert que Frank Whitmore avait une fille qui avait hérité de ce don, je me suis assuré qu'elle travaillait dans mon immeuble, où je pouvais la voir, où je pouvais la tester et où finalement, je pouvais lui donner le travail qu'elle méritait. La gorge de Nina était très serrée. « Monsieur, a-t-elle murmuré, c'est un très long chemin à parcourir juste pour embaucher une traductrice. » Adrian a souri. Ce n'était pas le sourire tranchant de la veille. C'était un sourire plus petit, plus fatigué, plus humain. « Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit, je n'embauche pas seulement une traductrice. J'attends depuis très longtemps de nettoyer ce que mon oncle a fait à cette famille, de faire ce que mon père voulait faire avant qu'il ne le tue. » Il la regarda fixement. « J'ai besoin de quelqu'un d'honnête, mademoiselle Whitmore. Quelqu'un qui me dira la vérité même quand je ne veux pas l'entendre. Quelqu'un dont le père lui a appris à lire entre les lignes. Les Moretti sont une famille à seule depuis 40 ans. J'ai l'intention de la rendre propre et je ne peux pas le faire seul. » Il a fait une pause. « M'aiderez-vous? » Nina était assise sur sa chaise, ses noces sur le contrat Volkov, toujours non lus sur ses genoux, et fixait Adrian Moretti de l'autre côté du bureau en noyer poli. Elle a pensé à son père. Elle a pensé à Lorenzo Moretti, mort sur la West Side Highway. Elle a pensé à Carmine Moretti, mort dans une prison fédérale. Elle a pensé à Salvatore, chez le chauffeur qui avait dit qu'Adrian était le fils de son père à certains égards. À d'autres, il ne l'était pas. Elle a pensé aux mots de l'Italien à son oreille. « Vous vous êtes fait des ennemis. » Elle a pensé à la voix de son père. « Les hommes puissants ne donnent pas le pouvoir. Ils le prêtent. » Et elle a ouvert la bouche pour donner la seule réponse qu'elle pouvait donner. Mais avant qu'un seul mot ne sorte, la porte du bureau s'est ouverte brusquement, sans qu'on frappe, et Viviane, l'avocate, s'est précipitée à l'intérieur, le visage blanc comme un linge, son téléphone serré dans sa main. « Adrian! Viviane, je suis en réunion. Adrian, c'est Bertolini. Il vient d'atterrir à JFK. Il n'est pas retourné à Milan. Il vient ici. Il arrive ici, maintenant, et il n'est pas seul. » Le visage d'Adrian Moretti a changé. En une seule seconde, l'homme qui venait de parler à Nina de nettoyer le nom de sa famille avait disparu. À sa place se trouvait l'homme que Nina avait vu le premier jour dans l'ascenseur, celui qui avait fait chuter la température de 10 degrés. « Combien? » a dit Adrian doucement. « 6 hommes, monsieur, peut-être plus. Ils sont dans 3 voies noires. Ils ont quitté l'aéroport il y a 10 minutes. » Adrian s'est levé. Il a boutonné sa veste de costume. Ses yeux se sont tournés vers Nina et pendant une demi-seconde, quelque chose a traversé son visage que Nina n'a pas tout à fait compris. C'était peut-être de l'inquiétude. C'était peut-être du calcul. C'était peut-être les deux. « Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit, restez dans ce bureau. Verrouillez la porte derrière moi.
Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi. Comprenez-vous? Nina était déjà debout. Monsieur, que se passe-t-il? Mademoiselle Whitmore, comprenez-vous? Oui, monsieur. Il est passé devant elle en direction de la porte. Viviane a suivi. Sur le seuil, Adrian s'est arrêté. Il ne s'est pas retourné. Il a juste parlé doucement par-dessus son épaule. Je vous l'ai dit hier, mademoiselle Whitmore, vous avez fait perdre 400 millions de dollars à la famille Bertolini. Il a franchi la porte. Il semble qu'ils aimeraient récupérer cet argent. La porte s'est refermée derrière lui, et Nina Whitmore, seule dans le bureau d'un homme dont le père avait été assassiné pour avoir essayé d'être honnête, est appuyée sur le verrou de la lourde porte en noyer avec des mains qui ne cessaient de trembler. Nina a appuyé son dos contre la porte verrouillée et a essayé de se souvenir comment respirer. Ses mains tremblaient si fort qu'elle n'aurait pas pu tenir une tasse de café si sa vie en dépendait. La voix de son père tournait en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Les hommes puissants ne donnent pas le pouvoir. Ils le prêtent. Les hommes puissants ne donnent pas le pouvoir. Ils le prêtent. Elle travaillait pour Adrian Moretti depuis moins de 24 heures et elle était déjà enfermée dans son bureau pendant que 6 hommes italiens et 3 VUS noirs traversaient Manhattan pour exiger 400 millions de dollars d'un homme dont l'oncle avait assassiné le père. Elle a sorti son téléphone avec des doigts tremblants. Elle voulait appeler son père. Elle voulait entendre sa voix. Elle voulait qu'il lui dise que tout cela n'était qu'un malentendu, que tout allait bien se passer, qu'elle pouvait rentrer à la maison, qu'il lui ferait du thé et qu'il pourrait prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Mais elle ne l'a pas appelé parce que si elle l'appelait, il s'inquiéterait. Et s'il s'inquiétait, sa main tremblerait davantage, son sommeil serait ruiné et demain, il refuserait de prendre ses médicaments de l'après-midi parce qu'il serait trop fier pour admettre qu'il avait passé la nuit éveillé. Alors, elle a rangé le téléphone. Elle a pressé son poing contre sa bouche et elle s'est forcée à réfléchir. On lui avait dit de rester dans le bureau. On ne lui avait pas dit de rester inutile. Elle laisse retourner au bureau. Elle a ouvert son carnet. Elle a pris le contrat Volkov, le document russe de 82 pages qu'elle avait passé la matinée à traduire, et l'a mis soigneusement de côté. Puis elle a tiré la chaise, allumé la lampe de bureau et a commencé à regarder tous les autres papiers qu'Adrian Moretti avait laissés sur son bureau. Elle allait apprendre les affaires de cet homme. Elle allait les apprendre maintenant. Parce que les hommes italiens arrivaient et elle ne savait pas si Adrian allait revenir par cette porte vivant. Et s'il ne revenait pas, elle devait comprendre dans quel pétrin elle se trouvait. Elle a lu pendant 35 minutes. Elle a lu des manifestes d'expédition. Elle a lu des mémorandums du Conseil. Elle a lu 3 contrats différents dans 3 langues différentes. Elle a lu un résumé financier qui lui a retourné l'estomac. Moretti Imports and Logistics avait 2 milliards de dollars d'acquisitions portuaires actives en Méditerranée et Adrian avait personnellement approuvé chacune d'entre elles au cours des 18 derniers mois. Elle était à mi-chemin d'un mémo confidentiel sur quelque chose appelé l'initiative de Gênes quand elle a entendu la sonnerie de l'ascenseur au bout du couloir. Des pas, plusieurs paires, des chaussures d'homme à semelles dures sur du parquet. Nina s'est figée. Elle a entendu des voix. La voix d'Adrian, basse et contrôlée. La voix de Viviane, vive et sèche. Et puis une troisième voix, plus âgée, avec un fort accent italien. Signor Bertolini. Elle ne pouvait pas distinguer les mots. Elle les a entendus se diriger vers la salle de conférence voisine. Elle a entendu la lourde porte de la salle de conférence s'ouvrir et se fermer. Elle a entendu faiblement le son étouffé des voix à travers le mur. Elle a posé le mémo. Elle a marché très doucement jusqu'au mur qui séparait le bureau d'Adrian de la salle de conférence. Elle a pressé son oreille contre celui-ci. Elle ne pouvait rien entendre. Les murs de ce bâtiment étaient trop épais. Bien sûr qu'ils l'étaient. Les murs du bureau d'un homme comme Adrian Moretti ne seraient pas le genre de murs à travers lesquels on peut écouter aux portes. Elle s'est reculée. Elle a réfléchi un instant. Puis elle s'est souvenue de quelque chose que son père lui avait dit un soir chaud dans son bureau à l'Université de New York, alors qu'ils examinaient une étude de cas sur une fraude d'entreprise impliquant une salle de conseil sur écoute. Les hommes les plus intelligents, Nina, ne posent pas de micros dans les pièces. Ils posent des micros dans les systèmes de ventilation. Chaque immeuble de bureau moderne a une bouche d'aération de retour d'air qui relie plusieurs pièces. Si tu veux savoir ce qui se dit 2 portes plus de loin, trouve la bouche d'aération. Nina a levé les yeux.
La bouche d'aération était au plafond, au-dessus des étagères, sur le mur qu'elle partageait avec la salle de conférence. Elle a tiré une chaise jusqu'à l'étagère. Elle laisse monter. Elle a pressé son oreille contre la grille métallique. Les voix sont passées clairement. 400 millions de dollars, Monsieur Moretti. C'est le chiffre que ma famille avait projeté de cette acquisition. Vous nous avez, avec respect, embarrassés, Bertolini. Avec respect, Signor Bertolini, vous avez essayé de m'escroquer avec un contrat écrit en 2 langues différentes. Adrian, froid, stable. Monsieur Moretti, s'il vous plaît, les divergences de traduction étaient mineures. Les divergences de traduction étaient criminelles. Et j'ai un témoin qui est prêt à témoigner devant n'importe quel tribunal de votre choix sur les mots spécifiques que vous avez utilisés en italien pour décrire ma prétendue ignorance. Une pause, puis la voix de Bertolini, plus douce maintenant, plus dangereuse. Ah, la fille! L'estomac de Nina s'est noué. Ma traductrice d'entreprise, a dit Adrian d'un ton égal. Oui. Monsieur Moretti, nous sommes des hommes raisonnables. Il y a encore un moyen de sauver cet accord. Nous pouvons renégocier, nous pouvons rédiger un nouveau contrat. Mais la fille, elle est un problème. Elle a insulté ma famille devant mes collègues. Il doit y avoir un geste de bonne foi. Une pause plus longue. Un geste de bonne foi, a répété Adrian. Vous comprenez sûrement que dans notre culture, des excuses doivent venir de la source de l'offense. La fille doit venir à Milan. Elle doit parler avec la famille. Elle doit s'expliquer. Et alors, peut-être, nous pourrons avancer. Le sang de Nina s'est glacé. Il n'y avait aucune version de cette phrase dans laquelle elle allait à Milan et revenait vivante à New York. Elle le savait. Adrian le savait. Bertolini le savait. Toute la phrase était un cercueil construit avec de la politesse italienne. Elle a attendu la réponse d'Adrian. Il a mis longtemps à la donner. Quand il l'a fait, sa voix avait une platitude que Nina n'avait jamais entendue auparavant. Pas même dans l'ascenseur le premier jour. « Signor Bertolini, a-t-il dit, laissez-moi vous expliquer quelque chose très attentivement pour qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. La fille, comme vous l'appelez, est à moi. Je vous demande pardon. La fille est à moi, elle travaille pour moi, elle est sous ma protection. Elle n'ira pas à Milan, elle ne parlera pas avec votre famille, elle ne s'expliquera pas. Si vous souhaitez renégocier l'accord de Gênes, vous le renégociez avec moi dans cette pièce, aujourd'hui. Sinon, vous pouvez quitter mon immeuble et vous pouvez ramener vos insultes à votre famille avec mes salutations. » Un long silence cassant. Puis Bertolini, très doucement, « Vous faites une grave erreur, jeune homme. »« Alors je la ferai. La porte est derrière vous. » Nina a entendu des chaises être repoussées. Elle a entendu des pas. Elle a entendu la lourde porte de la salle de conférence s'ouvrir, puis elle a entendu le pas régulier et sans ordre de 6 hommes italiens marchant dans le couloir et entrant dans l'ascenseur. L'ascenseur a sonné. Les portes se sont fermées. Silence. Nina est descendue de la chaise. Ses jambes étaient en coton. Elle se tenait au milieu du bureau d'Adrian Moretti, s'accrochant au dossier de sa chaise de bureau, et elle a essayé de ralentir sa respiration. 1 minute plus tard, on a frappé doucement à la porte. « Mademoiselle Whitmore, c'est moi. » Elle a déverrouillé. Adrian Moretti est entré. Il avait l'air, pensa Nina, exactement le même qu'il y a 10 minutes. Le même costume sombre, le même visage calme, les mêmes yeux impassibles, mais il y avait quelque chose de nouveau au coin de sa bouche. Une petite tension dure, le genre qu'un homme porte quand il est sur le point de faire quelque chose qu'il a repoussé depuis longtemps. Il a fermé la porte derrière lui. « Mademoiselle Whitmore, ça va? »« Monsieur, j'ai entendu. » Son sourcil s'est très légèrement levé. « Vous avez entendu? » La bouche d'aération au plafond. « Je suis désolé, monsieur. Ne vous excusez pas. » Un léger sourire. « C'est exactement ce que j'aurais fait. Votre père vous a bien formé. » La gorge de Nina était serrée. « Monsieur, ils veulent ma mort. Ils veulent beaucoup de choses, mademoiselle Whitmore. Ils n'obtiendront pas la plupart d'entre elles. Monsieur, je vous ai fait perdre 400 millions de dollars, mademoiselle Whitmore. » Adrian s'est approché de la machine à expresso. Il a appuyé sur un bouton. La machine a vrombi et a commencé à moudre. « Vous ne m'avez pas fait perdre 400 millions de dollars. Vous m'avez fait économiser 400 millions de dollars. La famille Bertolini n'allait pas gagner 400 millions de dollars sur l'acquisition de Gênes. La famille Bertolini allait me prendre 400 millions de dollars et j'aurais signé le papier qui les y autorisait. Vous avez empêché cela. Les 400 millions de dollars qu'ils pensent leur être dus
sont les 400 millions de dollars qu'ils allaient voler. Ce n'est pas une dette. C'est un caprice. Il a versé l'espresso dans une petite tasse blanche. Il la lui a apportée. Buvez. Vos mains tremblent. Elle a pris la tasse. Elle a bu. Le café était chaud, amer et bon. Une partie de la tension dans sa poitrine a commencé à se relâcher un peu. « Monsieur, a-t-elle dit doucement, que se passe-t-il maintenant? » « Maintenant, a dit Adrian, nous allons déjeuner. »« Déjeuner? Il est 12h45. Vous n'avez pas mangé. Je n'ai pas mangé. Les Bertolini ne bougeront pas contre nous aujourd'hui. Ils appellent Milan. Ils parlent à de vieux hommes en Sicile. Ils décident de ce qu'ils veulent faire. Cette décision prendra au moins 72 heures. Nous avons le temps. Monsieur, je ne pense pas pouvoir manger. Vous pouvez et vous le ferez. Prenez votre manteau, mademoiselle Whitmore. Nous avons une réservation. Il se dirigeait déjà vers la porte. Elle n'a pas bougé. Il s'est arrêté à mi-chemin de la pièce et s'est tourné pour la regarder. Son visage s'est très légèrement adouci. C'était le plus humain qu'elle l'ait jamais vu. « Mademoiselle Whitmore, écoutez-moi. Je sais que vous avez peur. J'aurais peur à votre place, mais vous ne pouvez pas laisser la peur s'installer dans votre poitrine. Si vous la laissez s'installer, elle vous paralyse et nous ne pouvons pas nous permettre que vous soyez paralysé. Alors, vous allez mettre votre manteau. Nous allons sortir de ce bâtiment ensemble. Nous allons être vus en public en train de déjeuner dans un restaurant où tous les membres de toutes les familles importantes de cette ville mangent. Et le temps que nous ayons fini notre repas, tous les vieux hommes dans toutes les pièces sombres de cette ville sauront que Nina Whitmore est sous la protection d'Adrian Moretti. Et alors, mademoiselle Whitmore, les gens qui pensent à vous faire du mal y réfléchiront à deux fois. Comprenez-vous? Elle a hoché lentement la tête. Oui, monsieur. Bien. Manteau. Elle a pris son manteau. Le trajet en voiture jusqu'au restaurant s'est fait en silence. Adrian n'a pas regardé son téléphone. Il n'a pas passé d'appel. Il n'a pas travaillé. Il s'est simplement assis à l'arrière de la voiture avec elle, les mains croisées sur ses genoux, et il a regardé la ville passer. À mi-chemin, sans tourner la tête, il a parlé. « Mademoiselle Whitmore, puis-je vous poser une question? »« Oui, monsieur. Comment va votre père? » La question l'a prise si au dépourvu que pendant une seconde, elle n'a pas pu répondre. « Il va bien, monsieur. Il a la maladie de Parkinson. Il a de bons et de mauvais jours. Les médicaments aident. Quel est le nom de son neurologue? Dr. Patel au Mount Sinai. » Adrian a hoché lentement la tête. Le Dr. Patel est un homme compétent, mais il n'est pas le meilleur du pays. La meilleure est le Dr. Marion Holcomb à Johns Hopkins. Elle dirige le programme de thérapie expérimentale. Il y a une liste d'attente de 6 mois. Je sais, monsieur. Je les ai appelés l'année dernière. La liste d'attente et le coût. Il n'y a plus de liste d'attente, mademoiselle Whitmore. Monsieur, j'ai passé un coup de fil ce matin. Votre père a un rendez-vous avec le Dr. Holcomb le 4 novembre, dans 3 semaines. Le coût sera pris en charge par l'entreprise. Je ferai en sorte qu'une voiture vous conduise tous les deux à Baltimore. Nana a tourné lentement la tête pour le regarder. Il ne l'a pas regardé en retour. Il a gardé les yeux sur la ville à l'extérieur de la fenêtre. « Monsieur, a-t-elle murmuré, pourquoi faites-vous ça? »« Parce que, mademoiselle Whitmore, a-t-il dit doucement, votre père a sauvé la vie de mon père 3 fois. Je n'ai jamais eu la chance de le remercier. J'aimerais le remercier maintenant. » Nina n'a pas pleuré. Elle n'avait pas pleuré devant un autre être humain depuis les funérailles de sa mère quand elle avait 17 ans, et elle n'allait pas commencer maintenant à l'arrière d'une berline avec Adrian Moretti. Mais elle a pressé sa main contre sa bouche et elle a regardé par l'autre fenêtre pendant une longue minute et elle ne s'est pas sentie capable de parler. Quand elle a finalement pu, elle a dit « Merci, monsieur. »« Je vous en prie, mademoiselle Whitmore. » Le restaurant était sur l'East Side. C'était le genre de restaurant où le menu n'avait pas de prix et le maître d'hôtel connaissait tout le monde par son prénom. Adrian a été accueilli à la porte comme un fils de la maison. 2 vieillards à une table d'angle se sont levés et ont incliné la tête à son passage. Nina, marchant derrière lui, a été ouvertement regardée par tous les hommes dans la pièce. Ils ont été placés à une table près de la fenêtre. Adrian n'a pas pris le menu. « Le Branzino » a-t-il dit au serveur, pour nous deux, et une bouteille de Brunello. Le 2015. « Oui, monsieur Moretti. » Le serveur a disparu. Adrian a croisé les mains. Il a regardé Nina. « Vous vous en sortez très bien, mademoiselle Whitmore. »« Monsieur, je fais semblant de ne pas vomir. Un petit sourire, un vrai.
C'est exactement ça. Bien s'en sortir. Elle a réussi à esquisser un mince sourire en retour. Monsieur, puis-je vous poser une question maintenant? Bien sûr. Pourquoi avez-vous spécifiquement envoyé la lettre de remerciement anonyme à mon père après l'affaire Marcellus? Vous auriez pu envoyer un panier de fruits. Vous auriez pu ne rien faire. Pourquoi une lettre? Adrian est resté silencieux un long moment. Il a fait tourner l'eau dans son verre. Il l'a regardé pensivement. Mademoiselle Whitmore, j'avais 22 ans. Je venais de finir mes études de commerce. J'avais hérité d'une entreprise familiale que je savais, même alors, qu'il me faudrait 20 ans pour nettoyer. Le témoignage de votre père a été la première preuve publique que la famille Moretti ait jamais eue contre mon oncle. C'était la première fissure dans le mur. Je voulais qu'il sache qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui était reconnaissant. Quelqu'un qui comprenait ce qu'il avait fait. Pourquoi anonyme? Parce que si mon oncle avait su que j'étais reconnaissant envers votre père, mon oncle nous aurait tués tous les deux avant la fin de l'année. L'estomac de Nina s'est retourné. Monsieur, votre oncle est mort maintenant, oui. Mais il y a d'autres hommes, n'est-ce pas? D'autres hommes dans la famille qui pensent de mon père ce que votre oncle pensait. Adrian n'a pas répondu immédiatement. Il a pris son verre d'eau, il a bu une lente gorgée, il a reposé le verre. Mademoiselle Whitmore, je vais être honnête avec vous parce que vous avez très clairement indiqué que l'honnêteté est ce que vous exigez. Oui, il y a d'autres hommes. Mon oncle avait 3 fils. L'un d'eux est mort en 2017. Les 2 autres sont en vie et ils ne sont pas amis du nom Moretti tel qu'il existe actuellement sous ma direction. Ils me voient comme un traître. Ils voient votre père comme l'homme qui a brisé la famille. Et ils vous voient maintenant comme un outil que j'utilise contre eux. Travaille-t-il avec Bertolini? Adrian a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Mademoiselle Whitmore, d'où pensez-vous que Bertolini a eu le courage d'essayer de m'escroquer dans ma propre salle de conférence? La pièce autour d'eux a semblé s'assombrir légèrement. Mes cousins, a dit Nina. Mes cousins. Monsieur, ils essaient de vous saper. Ils essaient de me saper depuis 16 ans. Ils ne sont pas très doués, mais ils sont persistants et ils viennent d'avoir 400 millions de raisons d'essayer plus fort. Monsieur, qu'allez-vous faire? Adrian Moretti l'a regardé de l'autre côté de la table. Le maître d'hôtel apportait le vin. Le serveur disposait les couverts. La pièce était pleine de lumière et de rire, et du son étouffé d'un quatuor à cordes dans la pièce voisine. Et son visage, pensa Nina, était le visage d'un homme qui avait attendu 16 ans pour faire quelque chose qu'il était enfin sur le point de faire. Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit doucement, je vais faire ce que mon père voulait faire avant qu'il ne le tue. Je vais nettoyer la famille. Je vais retirer mes cousins de l'entreprise. Je vais dissoudre chaque contrat que Bertolini et ses amis ont jamais signé avec nous. Je vais faire de Moretti Imports and Logistics la société légitime que mon père a toujours voulu qu'elle soit. Et je vais le faire dans les 6 prochains mois, car si je prends plus de temps, je n'y survivrai pas. Il a pris son verre de vin. Et vous, mademoiselle Whitmore, allez m'aider. Nina le fixa. Monsieur, a-t-elle dit, je suis une femme avec un master en linguistique. Je ne peux pas vous aider à faire ce que vous décrivez. Si vous le pouvez. Monsieur, je ne peux pas. Mademoiselle Whitmore, chaque contrat que mes cousins ont jamais signé pour la famille est dans nos archives. Chaque manifeste d'expédition, chaque mémorandum, chaque lettre codée entre eux et les Bertolini, les Siciliens et les Russes. La plupart est en 5 langues différentes. Une partie est en code délibéré. Rien de tout cela n'a jamais été lu par des yeux honnêtes. Il a posé son verre. Vous êtes les yeux honnêtes, mademoiselle Whitmore. Vous êtes la seule que j'ai. Nina est restée assise en silence pendant un long, long moment. Elle a pensé à son père. Elle a pensé à la voiture de Lorenzo Moretti sur le West Side Highway. Elle a pensé à sa propre vie, la petite vie prudente qu'elle s'était construite. La rotation de 3 blazers, le chignon bas dans ses cheveux, les 8 mois d'invisibilité. Elle a pensé à la femme qui était entrée dans cette salle de conférence hier matin en portant un plateau de pâtisserie et à la femme qui était assise dans ce restaurant ce soir en face d'un homme qui lui demandait de l'aider à faire tomber sa propre famille. Elle a pensé à tout ça, puis elle a pensé à Adrian Moretti, 18 ans, regardant son père depuis une voiture garée aux funérailles de son propre père. Et elle a pris sa décision. « Monsieur, a-t-elle dit, j'ai une condition. » Son sourcil s'est levé. « Continuez. Mon père ne sera jamais impliqué dans tout ça.
Il ne sera jamais nommé. Il ne sera jamais contacté par personne de votre famille ou d'une autre famille. Il vivra le reste de sa vie dans notre appartement du Queens avec ses livres et sa radio, et il mourra paisiblement de cause naturelle et à la maison. C'est la condition. C'est la seule condition. Si quelque chose lui arrive, je pars, je disparais. Je prends tout ce que j'ai appris sur la famille Moretti avec moi, et je disparais. Adrian Moretti l'a regardé pendant un long moment. Puis il a levé son verre de vin. « Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit, vous avez ma parole. » Elle a levé son verre. Ils ont bu. Le serveur a apporté le branzino. Nina l'a mangé. C'était le meilleur repas qu'elle ait jamais eu de sa vie, et elle n'en a presque pas senti le goût. Quand ils ont fini, quand l'addition a été payée avec un billet plié discret et une poignée de main, quand ils sont retournés à la voiture sous les froides étoiles d'octobre, Adrian s'est arrêté sur le trottoir. Il s'est tourné vers elle. « Mademoiselle Whitmore, il y a encore une chose. »« Oui, monsieur. » Mes cousins savent pour vous maintenant. Ils n'agiront pas immédiatement, mais d'ici 72 heures, l'un d'eux essaiera de vous contacter. Probablement l'aîné, Marco. Il vous offrira quelque chose. De l'argent, presque certainement. Il vous dira que je suis instable. Il vous dira que vous êtes en danger en travaillant pour moi. Il vous offrira de vous protéger et il vous demandera en échange de lui donner des informations. Monsieur, que voulez-vous que je fasse quand il appellera? Adrian a souri. C'était un sourire petit, prudent, dangereux. Vous allez accepter le rendez-vous, mademoiselle Whitmore. Vous allez écouter tout ce qu'il dit. Vous allez mémoriser son visage, ses mots et les noms de tous les hommes dans la pièce avec lui. Et puis vous reviendrez me voir et vous me raconterez tout. Il lui a ouvert la portière de la voiture. « Bienvenue dans la famille Moretti, mademoiselle Whitmore. » Nina est montée dans la voiture. La porte s'est refermée derrière elle avec un son lourd et coûteux. Et alors que la berline s'éloignait du trottoir et se fondait dans le lent fleuve de taxis jaunes coulant sur Park Avenue, Nina Whitmore a regardé par la fenêtre les lumières vives de la ville où elle avait grandi et elle a compris avec une clarté calme et certaine que la femme qui était entrée dans ce restaurant n'était pas la femme qui en sortait. Elle était quelqu'un d'autre maintenant. Elle n'était pas encore tout à fait sûre si ce quelqu'un d'autre était une héroïne, une méchante ou simplement une survivante. Elle supposait qu'elle le découvrirait assez tôt. L'appel est arrivé le vendredi matin, exactement 52 heures après le dîner. Nina était à son bureau, à mi-chemin d'un manifeste d'expédition russe, quand le téléphone de son bureau a sonné avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'a laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau, elle l'a laissé sonner de nouveau. La troisième fois, elle a décroché. Nina Whitmore. Mademoiselle Whitmore, une voix d'homme. Une voix d'homme douce, plus âgée, légèrement accentuée. Je m'appelle Marco Moretti. Je crois que mon cousin m'a mentionné. La main de Nina se resserra sur le combiné. Monsieur Moretti, comment avez-vous eu ce numéro? Mademoiselle Whitmore, s'il vous plaît. Nous sommes de la famille maintenant. J'ai tous les numéros. Elle n'a pas ri. Que puis-je faire pour vous, monsieur Moretti? J'aimerais vous emmener déjeuner aujourd'hui. Il y a un petit endroit dans le village, calme, privé. Je pense que vous et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Elle a fermé les yeux. Elle a entendu la voix d'Adrian dans sa tête. Vous allez accepter le rendez-vous, mademoiselle Whitmore. À quelle heure? 1 heure. J'enverrai une voiture. Je prendrai un taxi, monsieur Moretti. Merci. Un petit rire sec. Comme vous voudrez. L'adresse est le 11, rue Bedford. Ne soyez pas en retard. Il a raccroché. Nina a reposé le combiné très soigneusement. Sa main était ferme, ce qui l'a surprise. Elle s'attendait à ce qu'elle tremble. Elle a descendu le couloir jusqu'au bureau d'Adrian. Elle a frappé une fois. Elle a ouvert la porte sans attendre. Il était au téléphone. Il a levé les yeux. Il a vu son visage. Il a dit dans le téléphone, « Je vous rappelle. » Et il a raccroché. Il vous a appelé. « Oui, monsieur. 1 heure. 11 rue Bedford. » Adrian a hoché lentement la tête. Il a pris un stylo. Il a écrit l'adresse sur un petit bloc-notes. Il a arraché la feuille. Il l'a pliée 2 fois et l'a mise dans la poche de sa veste. « Vous irez, a-t-il dit. Vous mangerez. Vous parlerez très peu. Vous le laisserez parler. Il aime parler. Quand il vous offrira de l'argent, vous ne refuserez pas et vous n'accepterez pas. Vous lui direz que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Vous lui demanderez 48 heures. Vous partirez.
Oui, monsieur. Salvatore vous conduira. Il attendra dehors tout le temps. Si vous êtes à l'intérieur plus de 90 minutes, il viendra vous chercher. Comprenez-vous? Oui, monsieur. Adrian s'est levé. Il a contourné le bureau. Il s'est arrêté devant elle. Pendant un moment étrange et suspendu, Nina a pensé qu'il allait lui prendre la main. Il ne l'a pas fait. Il l'a juste regardé avec ses yeux de charbon et il a dit « Mademoiselle Whitmore, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Marco Moretti n'est pas un homme stupide. C'est un homme cruel. Il vous dira des choses conçues pour vous faire douter de moi. Certaines d'entre elles sembleront très persuasives. Il vous dira probablement que j'ai quelque chose à voir avec la mort de mon père. Il vous dira probablement que je prévois de me débarrasser de vous dès que vous aurez servi mon but. Monsieur, je vous demande, mademoiselle Whitmore, de vous souvenir d'une chose. Quoi qu'il vous dise, quoi que ce soit, vous l'entendrez de moi d'abord si c'est vrai, et vous ne l'entendrez de lui que si c'est un mensonge. C'est l'accord entre nous. L'acceptez-vous? Elle a levé les yeux vers lui. Oui, monsieur, a-t-elle dit doucement. Je l'accepte. Il a hoché la tête une fois. Alors allez-y. Le restaurant de la rue Bedford n'avait pas d'enseigne. Il y avait juste une petite porte en bois et un drapeau italien à la fenêtre. Salvatore s'est garé de l'autre côté de la rue. Nina est sortie de la voiture. Le vent d'octobre lui a cinglé le visage. Elle a marché jusqu'à la porte et l'a poussée. Un maître d'hôtel a levé les yeux. « Mademoiselle Whitmore, Monsieur Moretti vous attend. » Il l'a conduite dans une arrière-salle. Il y avait une table. 3 hommes y étaient assis. Nina a reconnu Marco Moretti immédiatement. Il ressemblait assez à Adrian pour être troublant. Les mêmes cheveux noirs, la même mâchoire, les mêmes yeux de charbon. Mais là où l'immobilité d'Adrian avait une qualité tendue et vigilante, l'immobilité de Marco avait quelque chose de mort, comme un serpent sur un rocher. Il s'est levé quand elle est entrée. Les 2 autres hommes ne l'ont pas fait. Mademoiselle Whitmore, si heureux que vous ayez pu venir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Elle s'est assise. Elle n'a pas tendu la main. Il ne semblait pas s'y attendre. Voici Tony. Voici Vincent. Ils ne se joindront pas à notre conversation. Ils sont simplement là pour assurer notre intimité. Elle a hoché la tête en direction des 2 hommes. Aucun d'eux n'a répondu. « Du vin? » a demandé Marco. « Non, merci. »« Un café? » ?»« Non, merci. » Un petit sourire. « Vous êtes une jeune femme prudente, mademoiselle Whitmore. J'apprécie cela, vraiment. » Il s'est adossé. Il a croisé les mains. « Je vais aller droit au but. Mon cousin Adrian est un homme très dangereux. Il est dangereux pour lui-même. Il est dangereux pour ses employés. Il est particulièrement dangereux pour quiconque en est venu à en savoir plus sur les affaires de la famille Moretti qu'il n'aurait jamais dû. Ce qui, mademoiselle Whitmore, vous inclut maintenant. Monsieur Moretti, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous êtes, me dit-on, une femme exceptionnellement intelligente. Je suis ici pour vous offrir une porte de sortie. Une porte de sortie propre. 2 millions de dollars sur un compte privé de votre choix, n'importe où dans le monde. Une nouvelle identité si vous le souhaitez. Un passage sûr hors du pays. Tout cela en échange d'une chose simple. Il s'est penché en avant. Tout ce que vous avez appris sur les plans d'Adrian pour la famille. Chaque contrat que vous avez lu. Chaque nom que vous avez mémorisé. Chaque mot qu'il vous a dit sur ses cousins. Sur moi. Nina a gardé son visage parfaitement immobile. C'est beaucoup d'argent, Monsieur Moretti. En effet, pourquoi cela vaut-il autant? Marco a souri. Le sourire n'a pas atteint ses yeux. Parce que, mademoiselle Whitmore, mon cousin s'apprête à faire quelque chose de très stupide, et il croit que vous allez l'aider à le faire. Je préférerais qu'il n'ait pas votre aide. Avec votre aide, il pourrait réussir. Sans votre aide, il échouera. L'échec est beaucoup plus propre. L'échec peut être géré. Le succès me forcerait à une solution beaucoup plus permanente. Nina a pris une lente inspiration. Elle a pensé aux mots d'Adrian. Il aime parler. Monsieur Moretti, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Avez-vous eu quelque chose à voir avec la mort de Lorenzo Moretti? Le sourire a disparu du visage de Marco. Les 2 hommes silencieux à la table se sont agités sur leurs chaises. Ça, a dit Marco doucement, c'est une question qui a fait tuer des gens dans cette famille, mademoiselle Whitmore. J'aimerais quand même une réponse. Mon oncle Lorenzo est mort dans un accident de voiture il y a 16 ans. Les freins ont lâché. Il y a eu une enquête. L'enquête n'a rien trouvé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, Monsieur Moretti. Il l'a fixé.
Pendant un long moment, il n'a pas bougé du tout. Puis il a ri. C'était un petit rire désagréable. Le rire d'un homme qui vient de décider en temps réel de réévaluer son estimation de la personne assise en face de lui. Mademoiselle Whitmore, vous êtes vraiment la fille de Frank Whitmore, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Moretti, je le suis. Mon père avait beaucoup de respect pour votre père. Le saviez-vous? Mon père n'a pas mentionné votre père, Monsieur Moretti. Mon père a été très prudent de ne mentionner aucun d'entre vous. Homme intelligent, oui. Il a pris son verre de vin. Il l'a fait tourner lentement. Très bien, mademoiselle Whitmore, vous voulez de l'honnêteté. Je vais vous donner de l'honnêteté. Mon père, Carmen, a bien ordonné de saboter les freins de la voiture de Lorenzo? C'est vrai, je le savais à l'époque. Je ne l'ai pas empêché. C'est aussi vrai. Lorenzo était un problème. Il se préparait à rendre la famille légitime, ce qui aurait mis fin à beaucoup d'affaires qui soutenaient beaucoup de gens. Alors, la décision a été prise. C'était une décision d'affaires. Comprenez-vous? Je comprends les mots que vous dites, Monsieur Moretti. Bien. Il a posé le verre. Maintenant, mademoiselle Whitmore, Adrian se raconte un conte de fées depuis 16 ans. Il se dit que son père était un saint. Il se dit qu'il va finir ce que son père a commencé. Il se dit qu'il est le héros de la famille Moretti. Il ne l'est pas. C'est un jeune homme qui essaie de détruire la famille qui l'a élevé parce qu'il ne peut pas accepter que son père ait été tué pour sa faiblesse. Et vous, mademoiselle Whitmore, êtes le dernier outil de son conte de fées. Il vous utilisera, il vous consumera, et quand il aura fini, il ne vous protégera pas, parce que les hommes comme Adrian ne protègent pas leurs outils, ils les remplacent. Nina a observé son visage. Elle a pensé à Adrian à la table du dîner. Quoi qu'il vous dise, quoi que ce soit, vous l'entendrez de moi d'abord si c'est vrai. Monsieur Moretti, a-t-elle dit, puis-je vous poser une dernière question? Je vous en prie. Si Adrian est si faible et que son plan est de toute façon voué à l'échec, pourquoi m'offrez-vous 2 millions de dollars? La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Marco n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux a changé. L'immobilité de serpent mort s'est aiguisée en quelque chose de plus froid. Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit doucement, vous êtes vraiment très intelligente, peut-être trop intelligente. J'aimerais les 48 heures, Monsieur Moretti, pour réfléchir. Prenez-en 24. 48. Une longue pause. 48, a-t-il concédé. Mais mademoiselle Whitmore, écoutez-moi attentivement. Après 48 heures, l'offre disparaît. Et ce qui la remplacera ne sera pas une offre. Elle s'est levée. Merci pour le déjeuner, Monsieur Moretti. Vous n'avez pas mangé. J'ai perdu l'appétit quand vous avez avoué être complice de meurtre, Monsieur Moretti. Je suis sûr que vous comprenez. Elle est sortie. Elle ne s'est pas autorisée à courir. En marche courir, bien que chaque nerf de son corps le voulait. Elle a marché à un rythme régulier à travers la petite salle à manger, devant le maître d'hôtel, par la porte en bois, sur le trottoir froid, jusqu'à l'arrière de la berline de Salvatore. « Conduisez », a-t-elle dit. Il a conduit. 2 pâtés de maison plus loin, elle s'est enfin laissée trembler. Le temps qu'elle retourne au bureau, elle avait cessé de trembler. Elle est entrée dans le bureau d'Adrian sans frapper. Il a jeté un coup d'œil à son visage, a mis fin à son appel téléphonique et s'est levé. « Racontez-moi. » Elle lui a tout raconté. Chaque mot. Les 2 millions de dollars, la menace, l'aveu désinvolte de complicité dans le meurtre de son père, la façon dont Marco l'avait regardé quand elle avait posé la question à laquelle il ne s'attendait pas. Adrian Moretti est resté assis sur sa chaise pendant qu'elle parlait. Il n'a pas bougé. Il n'a pas interrompu. Quand elle a eu fini, il est resté assis en silence pendant un long moment, les mains jointes sous son menton. Puis il a dit, « Il a avoué. Il a avoué, monsieur. À vous, spécifiquement, dans une salle à manger privée avec 2 témoins présents. Oui, monsieur. » Un lent sourire s'est étalé sur le visage d'Adrian Moretti. C'était le sourire, pensa Nina, d'un homme qui avait attendu 16 ans pour entendre quelque chose et qui venait de l'entendre. « Mademoiselle Whitmore, portiez-vous le stylo en argent que je vous ai donné mardi? » Elle a cligné des yeux. « Le stylo? » Dans la poche de votre veste, le stylo en argent avec la petite bande noire près du capuchon. « Oui, monsieur, je le portais. » Mademoiselle Whitmore, ce stylo est un appareil d'enregistrement. Il a enregistré en continu depuis le moment où vous l'avez mis dans votre poche ce matin. La bouche de Nina est tombée. « Monsieur, je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit,
Si vous l'aviez su, votre visage vous aurait trahi. J'avais besoin que sa confession ne soit pas forcée, et elle ne l'a pas été. Monsieur, cet enregistrement est-il recevable? Le sourire d'Adrian s'est élargi. Devant un tribunal de New York, oui, mademoiselle Whitmore. New York est un État à consentement unilatéral. Vous avez consenti à l'enregistrement en portant le stylo. Sa confession est entièrement recevable. Il s'est levé, il a contourné le bureau, il a tendu la main. Le stylo, s'il vous plaît. Elle le lui a donné. Il l'a tenu un long moment, puis, très doucement, il a dit « 16 ans, mademoiselle Whitmore. 16 ans que j'attends que l'un d'eux l'admette à voix haute, à n'importe qui. Ils ne l'ont jamais fait. Ils étaient trop prudents. Et puis vous êtes entré là-dedans avec le don particulier de votre père. Vous lui avez posé une seule question et il vous l'a servi en 3 phrases. Il a levé les yeux vers elle. Votre père serait très fier. Nina ne se sentait pas capable de parler. Ce qui s'est passé au cours des 6 semaines suivantes s'est passé très vite. Adrien n'est pas allé à la police. Il n'en a pas eu besoin. Il a utilisé l'enregistrement comme un maître d'échecs utilise une pièce clouée. Il a rencontré en privé les hommes survivants du conseil de la famille Moretti. Il leur a fait écouter l'enregistrement. Il a expliqué calmement que Marco avait maintenant créé une responsabilité qui mettait en danger chaque homme dans la pièce. Il a proposé un vote. Le vote a été unanime. Marco Moretti a été retiré de la famille de façon permanente. Il a été placé sous ce que le conseil a poliment appelé une surveillance prolongée dans une propriété en Sicile, où il vivrait le reste de sa vie sans accès à un téléphone, un ordinateur ou les affaires familiales. Son frère Vincent, l'aîné, a accepté l'accord que Marco avait refusé. Il a pris sa retraite. Il a déménagé en Floride. Il n'a plus jamais parlé à un Moretti. En 93 jours, tous les cousins qui avaient travaillé contre Adrian étaient soit à la retraite, soit relocalisés, soit morts. Aucun d'eux n'est mort de la main d'Adrian. 2 d'entre eux sont morts de causes parfaitement naturelles, sur lesquelles Nina n'a posé aucune question. La famille de Bertolini a discrètement retiré son objection à l'annulation de l'accord de Jane. Ils ont rendu la compte. Ils n'ont plus jamais parlé à Moretti Imports and Logistics. Le conseil d'administration de Moretti Imports and Logistics est voté début décembre pour restructurer formellement l'entreprise en une société entièrement auditée publiquement. Le vote a été unanime. Le communiqué de presse disait que c'était une étape importante dans la transparence des entreprises modernes. Personne en dehors de la famille ne savait ce que cela avait coûté. La 3e semaine de novembre, Nina s'est rendue avec son père à Baltimore. Ils ont séjourné dans un hôtel payé par l'entreprise. Le docteur Marion Holcomb a vu son père pendant 2 heures. Elle l'a mis dans le programme de thérapie expérimentale. Elle a dit à Nina qu'avec le nouveau protocole, le tremblement de son père pourrait potentiellement être réduit de 60% en 6 mois. Nina a pleuré dans le hall de l'hôtel cette nuit-là, seule, pendant 20 minutes. Elle n'avait pas pleuré depuis les funérailles de sa mère. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis. Le lendemain de Thanksgiving, Adrian l'a appelée dans son bureau. « Mademoiselle Whitmore, asseyez-vous s'il vous plaît. » Elle s'est assise. « Je veux vous faire une offre permanente. Monsieur, au cours des 3 derniers mois, vous m'avez aidé à démanteler une structure de crime organisée vieille de 40 ans et à la remplacer par une société légitime. Vous avez lu 16 langues de contrat, décodé 11 chiffres différents et identifié 4 schémas de fraude distincts que je n'aurais jamais découverts seul. Vous avez fait tout cela en vous occupant d'un père malade et vous l'avez fait alors que tous les hommes de cette ville se demandaient si vous survivriez à l'année. Il a croisé les mains. J'aimerais vous offrir le poste de directrice des opérations de Moretti Holdings, la nouvelle entité, partenariat à part entière, transparence totale, reconnaissance complète du conseil d'administration. Vous seriez la première personne en dehors de la famille en 4 générations à occuper un poste de direction dans cette entreprise. Franchement, vous l'avez mérité 3 fois. Nina est restée très immobile. « Monsieur, a-t-elle dit, j'ai 26 ans. » « Oui, mademoiselle Whitmore, et les hommes qui ont bâti ce pays étaient plus jeunes que vous quand ils l'ont fait. L'âge n'est pas une qualification. La compétence l'est. Monsieur, puis-je y réfléchir? Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin. » Elle y a réfléchi pendant 3 jours. Elle y a pensé pendant le long trajet en métro depuis le Queens. Elle y a pensé assise à côté de son père,
qui lisait plus confortablement maintenant que sa main avait cessé de trembler autant. Elle y a pensé sur la tombe de sa mère le samedi matin, où elle est restée dans le froid, et a parlé à la femme à qui elle n'avait pas pu parler depuis 9 ans. Elle y a pensé finalement dans la petite cuisine de l'appartement de son père le dimanche soir pendant que son père faisait du thé. « Papa, oui, Nina, ma chérie. Il m'a offert un partenariat. Directrice des opérations. Je sais, ma chérie, il m'a appelé la semaine dernière. Elle s'est retournée. Il t'a appelé? Il est venu me voir l'été. En fait, il y a 2 semaines pendant que tu étais au travail. Papa, tu ne me l'as pas dit. Je voulais que tu prennes la décision toi-même. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Son père a posé une tasse de thé devant elle. Il s'est assis en face d'elle. Il a pris sa main. Il est venu demander ma permission, Nina, ma chérie. Pas pour le poste était à toi. Il est venu demander ma permission de te courtiser. La tasse de thé a cliqueté contre la soucoupe. De papa. Il m'a dit très clairement qu'il avait développé des sentiments pour toi au cours des 6 derniers mois, qu'il était inapproprié d'exprimer alors qu'il était ton employeur. Il m'a dit qu'il avait l'intention de te faire l'offre de partenariat, quelle que soit ta réponse à la question personnelle. Il m'a dit que si tu prenais le partenariat, mais que tu le rejetais personnellement, il n'en parlerait plus jamais et qu'il respecterait ta décision pour le reste de sa vie. La bouche de Nina était devenue complètement sèche. Papa, qu'est-ce que tu lui as dit? Frank Whitmore a regardé sa fille. Le tremblement dans sa main était faible maintenant. Ses yeux bleus étaient doux. Je lui ai dit, Nina, que tu n'étais pas à moi pour que je te donne. Je lui ai dit qu'il pouvait te le demander lui-même. Et je lui ai dit que s'il te causait un jour le moindre mal, ton père était peut-être vieux, mais ton père avait déjà témoigné et ton père témoignerait de nouveau. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à pleurer. Elle a fait les deux à la fois, assise à la plus petite table de cuisine de l'appartement du Queens où elle avait grandi. Son père a tendu la main par-dessus la table et lui a serré la main. Nina, ma chérie, écoute-moi. Ce que tu feras ensuite est ta décision. Les enfants, l'homme, tout ça. Je te soutiendrai quoi que tu choisisses, mais je veux que tu saches une chose. Quoi, papa? Lorenzo Moretti était l'homme le plus décent avec qui j'ai jamais travaillé. Adrian est son fils. Je l'ai observé très attentivement ces 6 dernières semaines et je crois en mon cœur qu'il est le fils de son père. Pas de son oncle. Il y a une différence et ça compte. Elle est retournée au bureau le lundi matin. Elle est entrée dans le bureau d'Adrian Moretti à 8h45. Elle n'a pas frappé. Il a levé les yeux. Il s'est levé. Mademoiselle Whitmore. Monsieur Moretti, j'accepte le partenariat. Il a hoché la tête une fois. J'en suis heureux. Et Monsieur Moretti? Oui, mon père m'a dit que vous étiez allé le voir. Une légère rougeur a touché le bord de son visage. C'était le plus humain qu'elle l'ait jamais vu. Mademoiselle Whitmore, Monsieur, elle a levé une main. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit d'autre, je veux vous dire quelque chose. J'ai passé toute ma vie à apprendre à lire entre les lignes, à trouver la vérité que les hommes cachent dans leur langage, à attraper le petit mot qui trahit le mensonge. Et en 6 mois, monsieur, j'ai lu plus de vous que vous ne le réalisez probablement. Il a attendu. Vous n'êtes pas un homme gentil, monsieur Moretti. Vous n'êtes pas un homme doux. Vous avez fait des choses dans la construction de cette nouvelle entreprise que je ne demande pas et que je ne veux pas savoir. Mais vous êtes un homme honnête quand on vous offre de l'honnêteté. Vous avez tenu votre parole au sujet de mon père. Vous avez tenu votre parole au sujet de l'entreprise. Vous avez tenu votre parole sur tout ce que vous m'avez jamais dit. Et dans un monde comme celui dans lequel j'ai vécu pendant 6 mois, monsieur, ce n'est pas rien. C'est en fait la seule chose qui compte. Elle s'est dirigée vers son bureau. Ma réponse est oui, monsieur Moretti, au partenariat. Et à l'autre question, celle que vous n'avez pas encore posée, ma réponse à celle-là, quand vous la poserez, sera aussi oui. Adrian Moretti l'a regardé pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis que Nina Whitmore l'avait rencontré, il a souri de tout son visage. Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit doucement, vous lisez vraiment entre les lignes, n'est-ce pas? Oui, monsieur, a-t-elle dit, je le fais vraiment. 1 an plus tard, la femme à qui on avait dit un jour d'être invisible était assise en bout de table d'une salle de conseil, dans un immeuble dont elle était à moitié propriétaire, dans une ville qui avait autrefois essayé de l'avaler tout entière, avec l'homme qu'elle avait autrefois eu peur de regarder assis à sa droite. Et son père, son tremblement réduit de 70%, regardait depuis le fond de la pièce avec des yeux calmes et fiers.
Le contrat sur la table faisait 43 pages et était écrit en 3 langues. Et Nina Whitmore l'a lu de bout en bout. Et il n'y avait pas un seul mot caché dedans, parce que personne au monde n'était assez stupide pour essayer de lui cacher un mot. Le chef de la mafia s'était moqué d'elle une fois et avait dit « Si vous êtes si intelligente, alors traduisez-le. » Elle l'avait traduit. Elle avait tout traduit. Et la femme qui portait un plateau de café un mardi matin d'octobre était maintenant la femme qui décidait quel contrat était signé dans la ville de New York. C'était de la vérité. C'était toute la vérité et c'était de la fin.